Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Bonsoir à tous, le MAG Sud Radio. Si vous nous rejoignez pour parler de cette 8e journée du Top 14, pour se préparer à vivre l'un des chocs de la 8e journée, Clermont face à l'UBB. Et puis, bien sûr, pour revivre les temps forts de l'actualité, vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300. Le MAG Sud Radio sur les réseaux sociaux également, le hashtag SRR, bien sûr, avec toute l'équipe qui est là, et Alexandre Priam notamment. Bonsoir. Rebonsoir, bien sûr. Julien Thomas, bien sûr, qui fait son retour. Il était avec nous en début d'après-midi. Il a vécu ce festival offensif entre le Racing et Montpellier. On va y revenir, bien sûr, et puis on va revenir également sur ce multiplex. Voilà pour l'équipe Sud Radio. Est-ce que Philippe est là aujourd'hui, Philippe Spanghero? Bien sûr qu'il doit être avec nous. Bonsoir, messieurs. Voilà, je vous voyais pas, mais vous êtes avec là, je vous entends. C'est ça l'essentiel. Salut Philippe. Salut. Bon, bonsoir à tous. Voilà, je sais que tout le monde et l'équipe Sud Radio est mobilisée sur le jeu de fantasy. Enfin, une petite parenthèse un peu. Voilà. Est-ce que pour l'instant les résultats de l'équipe se vous les donner bien? Bah oui, allez-y. Bon, on va les donner comme mon top 14, si vous le voulez bien. Pour l'instant, Julien Thomas domine. Rémi Mességuet, notre commentateur, que vous retrouverez d'ailleurs demain du côté d'Ernest Vallon sur le score de 34-13. Philippe Spanghero est mené par un certain François Trio, 20-8 pour le moment. Antoine Mazer est devant Arnaud Ray, 33-11. On a Nicolas Delage devant Olivier Mann, 16-15. Et pour l'instant, il y a 57-49 pour Quentin Cabanis face à moi. 58-54 maintenant. Ouais, et ben voilà, 58-54. Il y avait des scores fleuves. On va quand même repartir sur les vrais résultats de cette 8e journée, Alexandre. Bon, ça c'était une petite parenthèse, voilà, pour donner un peu le ton de cet esprit qui règne dans l'équipe Sud Radio. Mais informons quand même nos auditeurs sur cette 8e journée avec notamment la belle victoire du Racing aux dépens de Montpellier. Ouais, la victoire 38-31 donc des Racingmen avec 4 essais inscrits dans cette partie, des essais marqués notamment par Camille Kamika qui avait ouvert la marque assez rapidement dans cette partie, 35e minute, suivi par Saïli, Taofi Fenoua et Imhoff, des essais en face de Montpellier de Darmon à 2 reprises, Lam et Mercer. C'était suivi ensuite par la victoire du Stade Français Paris 27-0 dans ce multiplex, des essais signés Ivaldi, Barré et Clément Castex. Victoire aussi à domicile 28-20 pour Toulon face à Castres, des essais de Colby Alainouezé et YCA pour le RCT contre des 2 essais signés Arata et Lareguin. Carton rouge pour Cornat en fin de partie, on pourra en parler. La victoire très difficile de Lyon face à Pau, 31-27, des essais de Nunez-Julie, du Mortier Marchand et Tuisova contre des Palois qui ont marqué avec Ikpefan, Maddox et Gorgadze, 31 donc à 27, point de bonus défensif ultra mérité pour la section. Et puis victoire aussi très difficile de Bayonne face à Perpignan, des essais de Ouzer Kassim et de Gaëtan Germain donc en fin de partie, 70e, 74e, et les 2 essais de Perpignan étaient là aussi sur un tout petit laps de temps, 33e, 36e pour Tilsley et Tomo et Pau, 24-20. Oui, un petit point au classement. Toulouse est toujours leader avant de recevoir La Rochelle demain avec 28 points. Le Stade Français est désormais 2e avec 23 points devant La Rochelle, 22. Toulon, 4e aux côtés de Lyon, même nombre de points, 21 points. Et Clermont, 6e, donc avant de recevoir ce soir l'UBB. À noter que c'est Pau et Perpignan qui ferment la marche. Voilà, 14e Perpignan, 10 points. Pau, 13e, 10 points. Brive, 12e, 11 points. Voilà, 3 points d'avance sur le 11e Bordeaux qui se déplace à Clermont. Voilà en gros pour la situation comptable. On va se tourner vers nos experts, vers Julien Thomas, Philippe Spanghero. Quand même cette journée, qu'est-ce que vous retenez peut-être allez, commençons par Julien, de ces 4 matchs du multi. On reviendra un petit peu plus tard sur le Racing face à Montpellier.
Oui, bonsoir François, bonsoir à tous. C'est multi 8e journée qu'on s'attendait très ouvert et puis surtout très serré au niveau des scores parce que c'était des enjeux primordiaux, notamment pour les équipes qui recevaient, qui devaient confirmer à domicile ne pas perdre, mais surtout pour les équipes à l'extérieur qui elles étaient en recherche de points. Quand je vois la section l'USAP, Castres qui pouvait faire un coup, donc c'est vraiment et puis ce que je retiens, c'est vraiment l'USAP à Bayonne parce que les Bayonnais à domicile, c'est quand même du solide, c'est quand même avec son public difficile à manœuvrer et ils ont quasi mené toute la partie. Ils vont chercher le défensif 24-20, mais ils ont fait encore une belle prestation avec un Tisley déchaîné. Hein. Ah ouais, Tisley, le centre catalan qui a été phénoménal cet après-midi. Voilà, Philippe, qu'est-ce qui retient votre attention? Parce que c'est vrai que il y a pas vraiment de surprise, mais ça a été serré quand même, notamment par exemple Pau à Lyon a quasiment mené pendant 65 minutes. Hein. Ouais, ils ont mené. Moi, c'est ce match que je retiens parce que les Palois avaient beaucoup besoin de points. Et au-delà de ça, de se rassurer après ce coup derrière la tête et ce retour du Stade Français la semaine dernière. Ils réussissent quand même à sauver en fin de match un bonus défensif qui va compter, puisque Perpignan a pris un point aussi. Et on voit à quel point la bataille là commence à être dure en fond de tableau. Donc voilà, moi c'est ce match que je retiens avec cette très bonne entame, cette capacité de la section à tenir le score une grande partie du match. Bon, bien sûr, après, le Loup était quand même un ton au-dessus, a su remettre la main sur ce match, mais le caractère collectif qui leur a manqué la semaine dernière à domicile, ils ont su le retrouver pour aller chercher un point important. Oui, il y était ou pas cet essai de Dumortier avec la main de Gaëton, Philippe? Bah alors avant le ralenti, pour moi il y avait pas de débat, il y avait essai, puisque on avait quand même l'impression que le ballon était en contact directement avec le sol. Avec le ralenti, c'est un peu moins évident. J'ai quand même l'impression que le ballon touche le sol à un moment. Enfin, une partie du ballon touche le sol. J'ai envie de dire qu'il y a quand même essai. Oui, effectivement. Julien, vous partagez l'avis de Philippe? Ah, totalement, surtout quand c'est Philippe qui annonce des choses aussi efficacement. Non, je pense que peut-être, honnêtement, voyant les ralentis, moi aussi, j'aurais accordé l'essai, ouais. Oui, bon, c'est l'occasion aussi de parler de Ethan Dumortier, l'une des surprises de la liste des 42. On a l'impression qu'à chacune de ses sorties, il avait été absolument incroyable à Montpellier la semaine dernière. Et il a récidivé aujourd'hui, hein, Philippe et Julien. Philippe, pour commencer. Ouais, il a récidivé. Bon, il est en pleine forme. Hein. C'est consécutif aux bonnes nouvelles et cette présence dans la liste. Donc, c'est clair qu'il prend de l'épaisseur et puis il confirme. Donc, c'est la dynamique est de son côté dans une équipe en plus qui est quand même plutôt aussi sur un bon rythme. Donc, forcément, c'est toujours un peu plus simple d'émerger à ces postes-là quand l'équipe tourne. Donc voilà, en tous les cas, c'est une belle surprise et ça fait partie des joueurs qui peuvent venir bousculer la hiérarchie. Ça veut dire que c'est un joueur, Julien Thomas, qu'il faut essayer contre le Japon, par exemple, sur le 3e match ? Ah, mais s'il est retenu jusqu'au match par Fabien Galtier et le staff, oui, il faut peut-être le mettre. C'est des joueurs qui sont en canne, qui sont en totale possession de confiance. Donc, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer ces jeunes joueurs. Quand même, c'est un 90 kilos, polyvalent, peut-être ailier centre. Il y a de quoi jouer avec la polyvalence de ce joueur aussi pour Fabien Galtier. Mais en tout cas, oui, il y a la possibilité de le mettre titulaire même avec l'équipe de France. Oui, Alexandre. Et on sait très bien aussi que Fabien Galtier, il aime beaucoup quelque chose, c'est quand il invite des nouveaux joueurs, il aime bien les regarder travailler. Et parfois, il les fait pas du tout jouer pendant tout un rassemblement pour les rappeler ensuite, et cette fois-ci parce qu'il a vu que ce joueur-là s'intégrait bien, qu'il était attentif, et j'ai l'impression qu'il jauge souvent les nouveaux, et après par contre sur le deuxième rassemblement on les fait jouer. C'est pour ça que je suis pas certain de voir Ethan Dumortier jouer dans cette fenêtre internationale, mais on lui espère. Ouais, on sait que c'est comme ça, par exemple, que Arthur Vincent avait gagné ses galons. Voilà, il avait un peu aussi surpris à l'entraînement, mais c'est vrai qu'il est quand même très en forme. Ça fait partie, pour les gens qui peut-être n'ont pas entendu parler de ce jeune joueur, c'est partie de ces joueurs qui ont garni les équipes U20 et champions du monde, effectivement. Voilà, et qui est en train de d'éclore. Voilà, on sait aussi qu'à l'aile, il y a peut-être la blessure
quand même de Gabin Villière. Il y a du potentiel quand même à l'aile. Il y a un créneau à prendre, Julien. Oui, bien sûr, il y a un créneau à prendre. Et je rejoins un peu Alexandre, mais c'est justement à la fois ce créneau à prendre et Fabien Galtier aime bien aussi mettre quand même dans le groupe qui va jouer son match un nouveau, une petite pépite qui était inconnue, jouer un petit peu avec ça et c'est l'occasion justement de pouvoir lui donner peut-être cette petite expérience si jamais il doit en avoir besoin jusqu'à la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il va y avoir l'état d'esprit dans le groupe, bien sûr, parce qu'il joue beaucoup sur ça aussi Fabien Galtier avec l'équipe de France. C'est comment s'adapte bien le joueur dans la vie du groupe, dans le vestiaire, mais à la fois par son talent rugbyistique, lui donner peut-être cette petite expérience si jamais il doit avoir besoin de ce joueur-là. Voilà, en tout cas il va avoir l'occasion de se mettre en avant et comme il le fait là depuis le début de la saison, on l'avait déjà vu bien sûr la saison dernière, mais c'est vrai que là il a pris une toute autre dimension, Étienne Dumortier, et on le suivra bien sûr sur cette session du mois de novembre, en espérant qu'il ne fasse pas que des allers-retours en train, parce que c'est sympa les miles, mais enfin quand même bon, voilà, ce qu'on veut c'est des caps, bien sûr, pour cette jeunesse de Lyon. Lyon, on le rappelle, victorieux donc de Pau 31 à 27. Pau était tombé entre guillemets un peu de cheval la semaine dernière. Pau c'est remis sur pied là, Philippe, on en a parlé, mais peut-être pour appuyer un petit peu grâce à ce bonus défensif. Au-delà du plan comptable, dans l'état d'esprit, on peut dire que oui. On n'arrive toujours pas à expliquer cette défaillance la semaine dernière après avoir mené très largement. En plus, en supériorité numérique, une grosse partie de la deuxième période. Cette défaillance, elle est assez inexplicable parce que Pau, à domicile, a quand même toujours eu les ressources collectives pour assurer les matchs, surtout l'année dernière. On l'avait dit en début de saison, ils ont perdu des joueurs importants de leur effectif. Donc on sait à quel point les matchs à domicile coûtent cher quand on bataille pour le maintien. Donc il fallait réagir, ils l'ont plutôt bien fait face à une grosse équipe. On a vu que cette équipe du Loup, elle était calibrée. On l'a vu quand même impressionnante sur certains matchs cette année qu'on a en tête, contre Clermont, contre Montpellier. Donc c'était un pari qui était quand même important pour la section d'aller chercher des points là-bas. Ils ont réussi à en ramener un. À la vue de la physionomie du match, ils pouvaient espérer mieux parce qu'on l'a dit, ils ont mené une grosse partie du match. Ils ont joué sans complexe, ils ont été assez réalistes dans leur temps fort dans le camp lyonnais. Mais ensuite, on a senti quand même cette équipe de Lyon reprendre la main, reprendre le dessus, notamment physiquement, gagner ses duels, revenir dans le match. Elle s'est remise, elle a mis beaucoup de temps à rentrer dans son match, mais après, quand elle a repris le score, on l'a senti tenir le score. Mais il y a cette réaction en fin de match de la section pour aller arracher ce point. Donc voilà, on peut dire que dans l'état d'esprit, elle s'est remise en selle après avoir chuté à domicile la semaine dernière. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer ce débrief du multi de la 8e journée du Top 14. Restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Aujourd'hui, c'est important de manger français. Ah ça oui. Comme ce beau raisin muscat de Hambourg, origine France. De Hambourg ou de France du coup? Non mais de Hambourg, c'est son nom. France, c'est l'origine. Hein? Non mais laisse tomber, l'important c'est qu'il est trop bon. Et à 3,45 € le kilo. Oh, ça c'est encore meilleur. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 21 au 23 octobre, catégorie 1, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Voici Élise. Salut. Élise est une fidèle de Monsieur Bricolage. Ici, je connais tout le monde. Et Élise veut que sa fidélité soit récompensée. Ah bah oui, ça fait toujours plaisir. Alors, du 19 au 26 octobre, à Élise et à tous les porteurs de la carte de fidélité, Monsieur Bricolage offre 15 € en bon d'achat par tranche de 100 €. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. TF1, la Star Academy. Les élèves travaillent sans relâche. Ils chanteront aux côtés d'artistes confirmés. Relèveront-ils le challenge? Qui poursuivra l'aventure? La Star Academy présentée par Nikos Aliagas, ce soir à 21h10 sur TF1, en association avec les Indés Radio. Sud Radio Saint-Jean-de-Luz. 103.9. Sud Radio.
Bon les copains, faut que je vous parle. Je change de pare-brise et je vais devoir aussi me séparer de vous. On n'est pas des pare-brises, nous. C'est dur pour moi aussi, mais je crois qu'on est arrivé au bout de l'aventure, les copains. Chez Motrio, ils ont des essuie-glaces comme vous, mais plus jeunes, plus robustes et surtout offerts. Allez, salut les nazes. Pourquoi ? Pour tout remplacement ou réparation de pare-brise, Motrio vous offre les balais d'essuie-glaces. Voir conditions dans les garages Motrio participants. Salut les amis, ça tient toujours notre petit week-end ? Carrément. D'ailleurs, on ira avec ta Dacia Sandero toute neuve. Elle est où ? Là, regarde. Sur ton téléphone. Ah mais tu ne l'auras jamais à temps. Mais si, je viens de la commander, elle est disponible immédiatement. On ira la chercher tous ensemble. Sur Dacia Shop, profitez des Dacia Sandero neuves, disponibles immédiatement dans toute la France. Alors n'attendez pas, offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles du réseau Dacia participant. Voir conditions sur dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Choisir le fromage Grana Padano, c'est embrasser les valeurs italiennes qui le rendent unique. Parce que dans Grana Padano, il y a le goût de l'Italie. Grana Padano, une émotion italienne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio pour vivre un petit peu cette 8e journée sous forme de prolongation, de débrief avec toute l'équipe Sud Radio, Julien Thomas, Philippe Spanghero, Alexandre Priam bien sûr, et puis vous les auditeurs 0826 300 300. On a parlé des temps forts de cette 8e journée et on va parler un petit peu stats, Alexandre, parce que à chaque match sa petite stat, c'est un petit peu ça. Vous avez notamment, puisqu'on parlait de Pau, vous avez une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ouais, Pau 100% conquête quand même, c'est à signaler du côté de la section paloise. Par contre, dans le jeu au sol, c'est 8 ballons perdus face à Lyon, beaucoup trop pour aller chercher un succès en terre rhodanienne. Du côté de Castres battu à Toulon, on le rappelle, 28-20. Ouais, Castres qui a fait un 8 sur 10 en touche et un 2 sur 6 en mêlée. C'est quand même très négatif pour le Castres olympique. Et puis une dernière stat, c'est pour Perpignan qui signe un piteux 73% de réussite au plaquage sur la pelouse de Bayonne avec un score de 143 plaquages tentés et 43 manqués. Du côté donc de cette équipe de l'USAP. Ouais, Perpignan battu 24-20, mais qui a longtemps mené et qui a surtout écopé de 2 cartons jaunes en deuxième mi-temps, sur la première partie de la deuxième mi-temps, et qui peut expliquer aussi cette défaillance défensive, parce qu'à 13 notamment pendant quelques minutes face à 15 adversaires, c'est moins facile, on doit en louper des plaquages, il y a plus d'espace. Messieurs, Julien Thomas, Philippe Spanghero, comment expliquer les problèmes en mêlée de Castres, qui pourtant n'étaient pas très très loin de passer près de l'exploit à Toulon, Julien? Ah oui, les Castrés qui étaient venus à Toulon avaient des ambitions, même un peu remaniement de 15 de départ, mais c'est surtout la défaillance sur les phases statiques. C'est des Castrés qui d'habitude mettent l'accent sur ce secteur-là, et puis ont été pris dans des fondamentaux qui ne pensaient pas passer à côté, et malgré tout ils sont dans le match, les Castrés. Ils prennent ce rouge en seconde période qui peut-être les pénalise, on va dire, d'être à 14, parce qu'à ce niveau-là, forcément, l'énergie déployée est face à une grosse écurie de Toulon qui a fait le nécessaire pour petitement, mais pour remporter ce match. Oui, avec quand même à souligner la forme de Cheslin Kolbe. La trêve internationale approche et on retrouve du grand Kolbe. Ça peut nous intéresser puisqu'on va affronter quand même les Sud-Africains. Oui, c'est quand même le Kolbe qui revient en forme. C'est un Kolbe qui reprend de la confiance, qui revient de sa blessure, qui revient à prendre du temps de jeu. Et c'est vrai que c'est bien pour les Sud-Africains, un peu moins peut-être pour l'équipe de France, mais en tout cas pour le RCT, c'est on va dire la pépite qu'on attendait. On l'avait vu à Toulouse exceller pendant les années dont il est passé là-bas, et c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds sur la rade, puis il a eu sa blessure, puis jusqu'à présent on n'avait pas vu le Cheslin Kolbe qu'on voulait voir. Et oui. Puis là peut-être qu'il reprend sa confiance. Ouais, alors on l'a vu, 6 défenseurs battus pour Cheslin Kolbe, un franchissement, 75 mètres parcourus ballon en main. Ouais, Philippe Spanghero, vous pensez effectivement qu'il y a une rapport de cause à effet entre le retour en forme de Kolbe et cette trêve internationale, ces 3 matchs internationaux là, ou 4 pour les Sud-Africains qui vont arriver?
Non, pas forcément. Moi, je pense surtout que c'est lié aussi à ce collectif toulonnais. On attendait beaucoup de Colby au RCT l'année dernière. Il est arrivé dans une période où le club était en difficulté. Il a beaucoup joué au départ au poste d'arrière. On l'avait vu évoluer un peu au poste d'arrière à Toulouse, mais c'est quand même pas son poste de prédilection. Et puis, l'équipe était en reconstruction, c'était un peu poussif. Et puis là, finalement, son retour en forme, alors à titre individuel, il correspond aussi à une montée en puissance de l'équipe et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc c'est vrai qu'il fait partie de ces leaders dont on attend beaucoup. Là, ce soir, on a vu qu'il était vraiment revenu à peut-être pas à son meilleur niveau encore, mais à un niveau international. Et en tous les cas, c'est de bon augure pour le RCT. Ouais, effectivement, le RCT l'a emporté 28-20. On vous le rappelle si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio. Revenons quand même, Alexandre, sur la performance du Racing, 38-31, 8 essais, 4 essais d'un côté, 4 essais de l'autre. Mais j'ai l'impression qu'on faisait un peu la moue côté Racing après ce match parce qu'on en voulait un petit peu plus. Oui, ah bah ça oui, effectivement, on faisait la moue. On écoutera un peu plus tard dans la soirée les réactions côté francilienne. Ça, c'est vrai que c'est une victoire qui rassure pas totalement côté Racing 92, malgré quand même quelques points intéressants, parce qu'on a vu une équipe, notamment, et je dois faire amende honorable là-dessus, un Finn Russell qui a été très bon. Finn Russell vraiment très très bon. 7 plaquages réussis. Il a réussi 100% de ses passes, il a été vraiment très très bon, 18 passes adressées dans cette partie. Globalement, cette équipe de toute façon du Racing 92 a signé un très joli 15 sur 16 en touche, 15 sur 16 en touche, un 100% en mêlée fermée. Donc c'est une conquête qui a très très bien fonctionné du côté du Racing 92. La discipline, 11 pénalités contre 12, mais voilà, globalement cette équipe du Racing effectivement aurait pu faire beaucoup mieux. Elle a cédé en fin de match, elle aurait peut-être pu dans cette configuration-là espérer un point de bonus offensif. Malgré tout, elle est un petit peu tendre en défense en fin de partie et accuse un score au plaquage de 87% de réussite. Match référence ou pas pour le Racing, Julien Thomas ? Non, pas match référence, mais match important parce qu'ils étaient sous pression quand même. Cette équipe francilienne sous pression qui gagne à domicile mais n'a pas pris de points extérieurs. Quand on sait pour prétendre au top 6 et la fin du championnat, pour être vraiment dans les phases finales, il faut aller remporter à l'extérieur. Donc c'est la chose de faite. Ça c'est le point positif pour eux. Par contre, c'est en dents de scie quand même dans ce match pour les Franciliens. Ils ont passé 30 minutes en début de match vraiment à subir les assauts montpelliérains qui étaient bien rentrés dans la rencontre avec des essais coups humains et travaillés à l'entraînement. Et puis ils ont eu juste avant la mi-temps, ces 15 dernières minutes avant la fin de première mi-temps, où il y a eu ce carton jaune du pilier gauche montpelliérain et qui a permis de marquer ces 2 essais. Ils ont rattaqué de la forte manière, pareil en seconde période. Puis fin de match un peu aussi en dilettante. Donc c'est ce courant alternatif, c'est ceux qui ne donnent pas ce match plein. En revanche, ils ont quand même des joueurs de talent et internationaux qui ont montré, comme Russell, que disait Alexandre, qui reviennent pour le Racing à leur meilleur niveau, oui. Oui, et tu parlais de Wenceslas Loret pendant le match, Julien. Il a fait 11 plaquages et 3 ballons grattés au sol pour Wenceslas Loret, qui a été vraiment excellent. Voilà, qui fait partie des joueurs cadres de cette équipe, voilà, un peu en fin de cycle entre guillemets, mais qui donc est toujours précieux, comme le décrivent ces stats, les stats qui sont impitoyables avec Brive, Alexandre. Brive, accrochez-vous, je le disais tout à l'heure, c'est 7 points marqués dans le jeu, non pas au tableau, non pas au classement, mais 7 points dans le jeu sur les 3 derniers matchs, donc un essai transformé, c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre dans les rangs brivistes depuis 3 rencontres entières, depuis donc 240 minutes. À noter aussi que là, face à Paris, c'est 164 mètres parcourus ballon en main, ce qui est minuscule, 164 mètres parcourus ballon en main. On est sur quasiment des records de faiblesse contre 500 pour Paris. Le rapport est terrible. Le score est finalement assez logique au regard de ça, puisqu'il y a eu 27-0. Voilà, 27-0. Brive inquiétant. On a vu Patrice Colazo dans les tribunes. Voilà, ça veut dire qu'il va se rapprocher de Brive. Julien, Philippe, vous qui avez de bonnes informations. Alors là en l'occurrence j'en ai pas. Est-ce qu'il était un week-end parisien? On l'a vu en effet à l'image tout à l'heure. Je sais pas. Ça aurait du sens,
Ça pourrait avoir du sens, mais j'ai quand même l'impression, côté briviste, qu'on aime la stabilité. Alors, est-ce que cette solution avec Mela et Faugeron, c'est vraiment pour mettre une rustine en attendant de trouver une solution un peu différente? Je ne sais pas trop. Honnêtement, on ne sait pas trop quelle est la solution côté briviste. Je ne sais pas si c'est la solution que Patrice Colazo arrive comme ça en cours de saison, puisqu'il y avait un staff quand même qui était dense avec des gens qui connaissent bien le club, qui étaient déjà dans l'environnement. Donc il y a eu une tentative d'électrochoc avec le limogeage du manager la semaine dernière. Mais est-ce qu'il faut changer complètement de braquet? Je ne sais pas. En tous les cas, le mal il est assez profond du côté briviste. Ils ont laissé passer déjà énormément de points en route, notamment à domicile, ce qui les avait jusqu'à présent sauvés, parce que c'est quand même une équipe qui se bat tous les ans pour le maintien, mais qui était assez souveraine à domicile. Là, on sent quand même le mal très profond. Et tu parlais des stats, des points marqués depuis 3 rencontres, des mètres parcourus aujourd'hui. C'est quand même très très faible. Oui, effectivement, et c'est inquiétant à l'inverse des Parisiens, donc qui sont deuxième du classement ce soir avant le match demain Toulouse-La Rochelle. On va se retrouver dans un instant pour élargir un petit peu notre spectre, pas parler uniquement de rugby. Dans un quart d'heure également, nous aurons un grand format avec Jean-Pierre Rive, une vie de rugby, l'interview de Philippe Spanghero avec cette figure du rugby français, Jean-Pierre Rive. C'est sur Sud Radio, bien sûr, dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus. Et en ce moment, avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prête à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mes pinceaux. Le 15e Festival international de l'aquarelle et du carnet de voyage revient à Aiguillon. Du coup, je me suis inscrite à un stage d'aquarelle. Du 9 au 23 octobre, Confluence, le Festival international de l'aquarelle et du carnet de voyage. Des dizaines d'artistes venus de plusieurs continents exposeront leurs créations. Au programme, animation, démonstration, stages accessibles à tous et en nouveauté cette année, expo de sculpture. Confluence du 9 au 23 octobre de 14h à 18h à Aiguillon dans le Lot-et-Garonne. Entrée gratuite. Info sur aquarelleaiguillon.com. Les jours sensations Zalando. Oh là là, j'ai passé la journée à faire du shopping, j'ai toujours pas trouvé de manteau. Regarde sur Zalando. Pendant les jours sensations, il y a des réductions jusqu'à moins 50%. Super, je fonce direct sur Zalando. Jusqu'à dimanche soir, profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur une large sélection mode, accessoires et beauté. Détails de l'offre sur Zalando.fr et sur l'application Zalando. Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins 30% avec livraison offerte. Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. Moi, ce week-end, j'ai bricolé et j'ai réduit ma consommation d'énergie de 15%. Comment? J'ai installé un thermostat programmable. Maintenant, la température de la maison s'adapte à toutes mes habitudes. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio, bien sûr, avec toute l'équipe Sud Radio, Alexandre, Quentin, Philippe Spanghero, Julien Thomas. Voilà, on va peut-être donner 2-3 petits résultats omnisport. Est-ce qu'on en a, Quentin? Est-ce qu'il s'est passé des choses en dehors du rugby? Parce qu'en fait, nous, on a vu vraiment du rugby. On a vu hier, effectivement, de très beaux buts parisiens à Ajaccio. Il y en a eu 3 quand même. Ouais, on s'est plutôt régalé du duo Messi-Mbappé. Mais est-ce que la Ligue 1 a continué
son festival offensif? Il y a eu 3 buts aussi dans le match de cet après-midi, avec une première, François, le premier succès de Laurent Blanc sur le banc de touche de l'Olympique lyonnais. Victoire 2-1 arrachée dans les toutes dernières minutes du match face à Montpellier, avec notamment un but de celui qui revient sous les ordres de Laurent Blanc, c'est Oussem Aouar qui avait ouvert le score, et puis c'est Lacazette qui a permis à Lyon d'arracher la victoire en fin de match, 2-1. Ce soir, il y a un choc de Ligue 1 à 21h, Marseille qui va affronter au Vélodrome Lens. Un mot de football féminin aussi, puisque c'est dans l'actualité, on va parler de la Coupe du Monde 2023, puisqu'il y a eu le tirage au sort qui a été fait, et la France est dans le groupe F avec le Brésil et la Jamaïque. Son dernier adversaire sera déterminé en février lors d'un tournoi de barrage qui opposera Taïwan à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Paraguay et au Panama. Oui, autre résultat, puisque vous parlez des filles en foot, on peut quand même parler des filles en rugby, non? Exactement, puisque la Coupe du Monde de rugby féminin se poursuit avec une victoire large pour l'équipe de France ce matin, 44-0 face aux Fidji, les Bleus qui se sont qualifiés pour les quarts de finale, où elles devraient probablement retrouver l'Italie. Oui. Et puis un mot de MotoGP aussi, puisque le suspense bat son plein pour le titre de champion du monde, avec un vrai duel entre Francesco Bagnaia et le Français, notre champion du monde en titre, Fabio Quartararo. Et aujourd'hui, l'Italien, leader du championnat du monde, va s'élancer à la 9e position. Ce sera un Grand Prix qui aura lieu demain. 3 places devant son poursuivant au classement général, donc le Français Fabio Quartararo. La pole position du Grand Prix de Malaisie a été signée par l'Espagnol Jorge Martin. François. Oui, on peut également peut-être donner les compositions du match entre Toulouse et La Rochelle très rapidement. Je ne sais pas si Alexandre tu les as sous les yeux, moi je les ai. En tout cas, Malia. Oui, je te laisse la main, notamment sur des Toulousains qui recevront les Rochelais demain soir. Aïnou, Movaka, Aldeguerri, Richard Nolmeafou, Flamand, Elstad, Gelon pour devant. La charnière Dupont, Ramos, Ozel, Lebel et retire au centre Guitoun, Barassi à l'arrière, Juan Cruz, Malia, les remplaçants Marchand, Duprat, Brennan, Newyout, Roumat, Capuzzo, Tozin et Tross, Marcos Miguel. Pas de Ntamak, hein? Pas de Ntamak effectivement, du côté du Stade Rochelais, Wardy donc qui est appelé dans le groupe des 42, Lagrange, Antonio, Piquet, Skelton, D-Lane, Tanga, Aldrit, Kerbarlo, Seuteny donc en 10, Leeds, Danty, Roule, Thomas, Brice Dulin, et puis sur le banc, Bourgarit, Aouf, Lavaux, Delaschiava, Bergeon, Astoy, Botia et Georges-Henri Colombe. Voilà pour ces compositions. Le tour de table de l'actualité avec nos consultants. On va donner la parole à Philippe Spanghero. Voilà, parce que je pense que les événements outre-Manche sur la première chip, le championnat anglais de première division de rugby, vous laisse pas insensible, parce que après Worcester, c'est les Wasps qui ont fait faillite. C'est ça exactement, le deuxième club qui a fait faillite depuis le début de la saison. Donc le championnat anglais n'est plus qu'à 10 clubs, avec peut-être 8 bientôt, puisque c'est Newcastle et les London Irish qui a priori sont aussi en très grande difficulté. Donc voilà, ce qui se passe pose beaucoup de questions du côté du rugby anglais. Ça m'interpelle beaucoup, puisque on parle quand même d'un pays qui est la plus grosse fédération du rugby mondial en termes de puissance financière, notamment grâce à son stade Twickenham et aux revenus que ça génère. Donc c'est difficile de comprendre comment les clubs qui composent ce rugby aussi fort ont été autant dans une fuite en avant financière, puisqu'on en a parlé longuement hier, mais au moment du Covid où le rugby était en difficulté, et le rugby français aussi, les Anglais ont fait le choix de se tourner vers CVC. Ils ont rentré 230 millions de cash en vendant 27% du capital de la première chip. Donc au prorata, tous les clubs ont pris plus de 10 millions d'euros pour passer cet épisode Covid. On pensait que ça suffirait. Et puis quand on voit le niveau des pertes affichées là ces dernières semaines, c'est assez vertigineux. Donc c'est assez incompréhensible. Et puis en face de ça, du coup, ça met en perspective le modèle du rugby français qui apparaît finalement comme le plus vertueux du rugby mondial. En tous les cas, on s'est souvent vanté d'être le meilleur championnat du monde. Alors on ne savait pas trop sur quoi ça se basait pour dire ça, la dimension sportive, la dimension économique. En tous les cas, aujourd'hui, il y a plus de débat de façon générale, que ce soit sur la santé économique en rapport avec le niveau sportif. On peut considérer qu'on est le meilleur championnat du monde.
Mais ça pose quand même la question de savoir quelle est la vraie réalité économique du rugby et l'importance d'avoir, on le répète, mais un organe de régulation comme la DNACG qui évite de se retrouver dans de telles situations, puisque au-delà bien sûr de la catastrophe humaine avec tous ces grands joueurs, tous ces staffs et ces administratifs qui se retrouvent au chômage, il y a bien sûr un vrai problème sportif avec un championnat complètement faussé qui va venir impacter aussi la Coupe d'Europe. Donc des réflexions un peu compliquées pour les organisateurs dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc c'était mon coup de gueule du soir pour un rugby anglais en très très mauvais état. Oui, on se réjouit pas des malheurs des Anglais, mais on aime bien quand ils citent les Français en référence, notamment pour la DNSCG, le gendarme financier des clubs professionnels français qui évite bien des accidents et qui est un peu un garde-fou dans ce système inflationniste quand même des budgets du rugby pro. Julien Thomas, votre coup de cœur ou coup de gueule de l'actualité, c'est le tour de table qui continue. Exactement, du coup c'est un coup de cœur, contrairement à Philippe, coup de cœur, et ça peut vous réjouir François, c'est que c'est un basque. Je parle de trail, j'aime bien les sports un peu extrêmes, sortir un petit peu du rugby, et il y a eu ce week-end le trail, le grand raid de la Réunion avec la Diagonale des Fous, et c'est un Français, le basque Benat Marmisol, qui a remporté sur 165 km au niveau du dénivelé de 10 200 mètres de dénivelé positif quand même, ce trail qui a été exceptionnel en 23h14 minutes, 5 minutes d'avance sur son concurrent qui ont passé les 3/4 de cette course ensemble pour dans la dernière descente un peu le distancer. Donc c'était pour récompenser ce coup de cœur parce que c'est un Français qui est allé remporter quand même cette grande course qui a bien sûr un prestige, j'ai envie de dire, dans ce monde extrême et du trail de ces coureurs. Voilà, le trail avec notamment, rappelez-nous le nom de ce concurrent français vainqueur. Non, c'est parce que c'est le basque Benat Marmisol. Beñat. Voilà. Beñat, pardon. Voilà, mais oui, tout à fait. Beñatowski. Voilà, bon, le vice d'Alexandre Priam. Pourquoi toujours moi? Oui. Son sourire et son rire narquois derrière. J'ai entendu. Là, on est à un tournant. On est à un tournant de la vie de l'équipe. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. Tiens, pour continuer à parler aussi de sport autrement, une vie de rugby dans un instant avec Jean-Pierre Yves qui sera donc l'invité de Philippe Spangro. C'est à suivre sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cugius. Lundi, dans le Loft Music, je vous donne rendez-vous à 20h pour un événement. Yannick Noah est de retour. La vie c'est maintenant. On n'a pas de temps. Pas de regrets ni de rancœur. La tête ailleurs, la tête ailleurs. Yannick Noah dans le Loft, ce sera lundi à 20h en direct. Nous parlerons de son nouvel album La Marfée. Également Julia Pertuis pour du live et des rencontres, évidemment sur Sud Radio. Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h. Yvan Cugius. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Aujourd'hui, c'est important de manger français. Ah ça oui. Comme ce beau raisin muscat de Hambourg, origine France. De Hambourg ou de France du coup? Non mais de Hambourg c'est son nom, France c'est l'origine. Hein? Non mais laisse tomber, l'important c'est qu'il est trop bon. Et à 3,45 € le kilo. Oh, ça c'est encore meilleur. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 21 au 23 octobre, catégorie 1, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus. Et en ce moment, avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prête à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Regardez tous les épisodes maintenant. Seulement sur Prime Video. Le mal ne dort jamais, il patiente. Le moment tant redouté est venu. Ça, c'est du spectacle. Dixit Télérama. Notre ennemi a bien des noms. Sauron est réellement de retour. Ne ratez pas Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Tous les épisodes sont actuellement disponibles seulement sur Prime Video.
Sud Radio Perpignan. 103.2. Sud Radio. Les jours sensations Zalando. Oh là là, j'ai passé la journée à faire du shopping, j'ai toujours pas trouvé de manteau. Regarde sur Zalando. Pendant les jours sensations, il y a des réductions jusqu'à moins 50%. Super, je fonce direct sur Zalando. Jusqu'à dimanche soir, profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur une large sélection mode, accessoires et beauté. Détail de l'offre sur zalando.fr et sur l'application Zalando. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment ? Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Choisir le fromage Grana Padano, c'est embrasser les valeurs italiennes qui le rendent unique. Parce que dans Grana Padano, il y a le goût de l'Italie. Grana Padano, une émotion italienne. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio pour vivre aussi le sport autrement dans une heure, un petit peu plus d'une heure. Clermont UBB, ça c'est le top 14, la suite de cette 8e journée. Mais pour l'heure, entretien au long cours. C'est Jean-Pierre Rive, légende du rugby français, ancien 3e ligne du 15 de France et capitaine du Grand Chelem 81 notamment, voilà, du Grand Chelem 77 également. Voilà, casque d'or comme on l'a appelé, qui s'est confié à Philippe Spanghero. Une vie de rugby, c'est parti. Sud Radio présente Une vie de rugby avec MyTeamLink, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Ça va ? Merci. Ça va et toi ? Merci de nous faire le plaisir de nous retrouver quelques minutes. Alors, je t'avoue que c'est toi qui m'as donné l'idée d'essayer de créer ce lien avec les sportifs et notamment les gens du rugby, parce qu'on a eu quelques échanges tous les deux pour parler notamment des valeurs particulières de notre sport et à quel point elles te sont chères. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait un intérêt à revenir très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on connaît des grands sportifs, pour comprendre qu'est-ce qui les a animés dans des carrières particulières comme la tienne. Comment tu arrives au rugby alors que tu es issu d'une famille où rien ne te prédispose à découvrir ce sport? Oui, c'est vrai, parce que je suis né dans une famille de joueurs de tennis. Alors, moi, ce que j'ai connu tout petit, c'est les clubs de tennis où on prenait une raquette et on se mettait contre un mur pendant des heures en attendant que les parents et passer l'après-midi à jouer au tennis. Et voilà, on partait le matin, on rentrait le soir, on déjeunait là-bas. Un jour à l'école, au collège plus exactement, et je suis passé à travers la porte du gymnase. On jouait une sorte de ballon à l'intérieur, et j'ai traversé la porte vitrée qui était renforcée heureusement, et j'ai cassé la porte. Et au lieu de me réprimander, le professeur, qui s'appelait M. Cassagne, il m'a dit « il faut que tu ailles jouer au rugby ». C'était très gentil. Et voilà, alors il m'a amené au truc, et là je suis tombé sur Jackie Rouget, qui voilà, ils m'ont mis là, ils m'ont trouvé quelques qualités, et ils m'ont dit il faut revenir jeudi prochain. Et voilà, je suis revenu là, et jusqu'à 35 ans, je suis revenu. J'avais rien pour jouer au rugby, ni le gabarit, ni le physique, ni l'idée d'ailleurs. Et voilà, et là je suis tombé dans une espèce de bocal, hein, et voilà. Et ça m'a permis d'être certainement un peu moins mauvais que ce que j'aurais dû être. Et voilà, ça a changé ma vie. Tu m'avais dit que tu étais aussi allé au rugby pour vaincre ta timidité, et c'est tellement surprenant quand on voit le caractère que tu avais sur le terrain. Oui, mon père m'a poussé un petit peu parce que j'étais vraiment très timide, et il a insisté pour que j'aille jouer au rugby après l'incident de la porte vitrée, et il a insisté pour
en disant peut-être ça va lui faire du bien. Et j'ai toujours été pareil après, aussi nonchalant, parce que j'étais très nonchalant. Et même en jouant au tennis, j'étais nonchalant. Et j'ai toujours été après aussi nonchalant, mais je l'étais un peu moins sur le terrain, voilà, c'est tout. Tu te révèles leader tout de suite ou tu l'étais déjà? Non, je suis un suiveur. Non, je suis un suiveur. Moi, j'ai suivi un peu le mouvement. On me disait il faut faire ça, je faisais ce que je pouvais. Mais non, je n'étais pas leader du tout. J'étais capitaine de rien. Ils n'ont jamais pensé à moi. J'étais plutôt un étourdi. J'étais plutôt celui qui était au fond du bus. Je n'étais pas du tout un leader. De rien du tout, jamais. Et alors après, l'histoire du capitanat, j'étais même pas capitaine dans mon club, jamais. Et quand Jacques Foureau a arrêté, et que Jean-Pierre Bastia après a arrêté aussi le capitanat, ils ne savaient plus qui prendre. Alors ils ont pris celui qui était là depuis longtemps, et c'était moi. Mais bon, voilà. Tu l'expliques comment, en fait, cette façon de se transformer? Avec les mecs qu'il y avait, notamment ceux de ta famille, il fallait trouver quelque chose. Parce que c'était quand même des très costauds, des très très bons joueurs et qui couraient vite, qui sautaient haut. Et moi, je n'avais pas tout ça, donc il fallait trouver autre chose. Voilà. Et cette autre chose, c'était un peu de... je crois que moi, j'avais un clown dans la tête. Voilà. C'était... Et c'est pas... Voilà. J'avais un clown dans la tête. Je crois que c'est ça qui m'a sauvé. Et puis, beaucoup de croyances dans le cœur. Alors... Ça se marie difficilement, mais quelquefois ça aide à avancer un peu et surtout à résister, quoi. Voilà. Quels sont les moments clés en revenant plus loin que le début de cette carrière avec en équipe première, en première division, les personnes qui t'ont marqué et les anecdotes qui t'ont fait dire que c'était un monde pour toi finalement? J'étais admiratif de toute ta famille, déjà pour commencer, de Joe Mazot, de Jean Salut, des gens que je voyais. Je connais pas bien le rugby, je connaissais rien du rugby, j'en connais pas beaucoup plus. Mais ce qui me plaît dans le rugby, c'est cette aventure humaine. Voilà. Après le reste, qu'on joue au rugby ou qu'on plante des choux, ça ne m'intéresse pas vraiment. Le pourquoi, c'est le pourquoi qui m'intéresse, c'est pas le comment, je m'en fous. Comment on joue, je m'en fous complètement. Quel regard toi tu portes, du coup, vu que tu as accompagné toutes ces générations de joueurs qui ont été sélectionnés avec les Barbarians, sur l'évolution du rugby et en quoi on arrive à préserver des valeurs profondes qui se délitent un peu dans la société, en fait? Les Barbarians, en fait, c'est l'idée qu'on se fait du rugby, c'est l'idée qu'on devrait se faire surtout du rugby. Voilà ce que je crois, ce que je croyais, que je crois toujours. C'est une certaine façon de vivre, une certaine façon de jouer, une certaine façon de se comporter, c'est tout. Mais la plupart des gens sont des Barbarians. Ceux qui ne le sont pas, d'ailleurs, on ne les connaît plus. Il n'y en a plus. Non, tout le monde est Barbarian, mais je crois que c'est une façon d'être, c'est une façon de se comporter. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce monde un peu bizarre, les Barbarians sont peut-être bizarres, mais moins bizarres que la bizarrerie qui existe aujourd'hui. Donc c'est une façon de se comporter, de communiquer, d'être. Voilà, avec un peu de panache et un peu et beaucoup d'amitié. Et surtout beaucoup de cœur. Voilà. Tu as un rapport particulier à la transmission? Je crois que ceux qui sont en place, c'est à eux de transmettre. Nous, on n'a plus rien à faire dans le paysage. D'ailleurs, moi, je m'en occupe plus beaucoup, et pas du tout même. C'est pas à moi, j'ai aucun message à passer. Je crois que le rugby se suffit à lui-même et les joueurs à eux-mêmes. Donc il n'y a pas de souci là-dedans. Je vois ça, je les vois jouer, je les trouve très 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 forts, je les trouve formidables, les joueurs. Voilà. C'est eux qui ont le truc. Nous, on n'en a rien. Le jeu appartient aux joueurs. Il appartient à personne d'autre. Ce qui me plaît, c'est l'idée de prendre des jeunes joueurs et de les amener à passer leur vie et d'être cette espèce de fraternité du jeu me plaît beaucoup et
Et elle m'a tellement aidé à moi et que je souhaite que ça reste, cette fraternité du jeu. Après elle va s'adapter à son temps. Et les temps sont différents. Vous êtes bien sur Sud Radio. Philippe Spanghero reçoit Jean-Pierre Rive, une vie de rugby. Avec une carrière aussi longue, tu as fini assez tard. Est-ce que, avec la maturité, tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre et d'à quel point ça te construit en tant qu'homme, ou c'est une fois que tout ça s'arrête que tu fais le bilan parce que tu as découvert une facette de toi par le rugby. Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as jamais été un leader naturel et puis finalement les gens, l'image qu'ils ont de toi, c'est casque d'or, en sang, leader de l'équipe de France, l'équipe de France qui gagne, le chef de bande, quoi. Donc c'est assez particulier de t'écouter quasiment dire que tu sais pas comment ça t'est tombé dessus. Donc non, tout ça quand même. C'est pas moi qui compte, c'est la bande, c'est dans l'histoire. Et on avait une bande formidable et des gens merveilleux avec qui on se téléphone de temps en temps. Et voilà, c'est la famille. Mais c'est très bien. Mais je trouve que voilà, on a fait cette passe est symbolique. On a fait une passe en avant, mais en avant dans le temps, je veux dire. Et ils ont attrapé le ballon. Et quand je vois cette équipe de France, elle me plaît. Et quand je vois l'équipe du Stade Toulousain, ça me plaît aussi. J'aime les joueurs et je suis content qu'ils s'aiment entre eux parce que c'est comme ça que ça marche. Alors, on parle des sous, de l'argent, machin, mais ils ne jouent pas pour l'argent. Parce que ils sont pas assez payés pour ça. Pour faire ça. On se parle souvent et tout à l'heure quand je cherchais des informations, en tapant Jean-Pierre Rive, la première recherche associée à ton nom, c'est Walter Spanghero et Robert Paparamborde. Et oui. Ça m'a fait sourire parce que je ne sais pas l'expliquer, mais en tous les cas, voilà, c'est les matchs qu'on trouve sur Internet. Oui, mais moi j'ai eu cet immense honneur et plaisir dans ma vie d'avoir des idoles comme je disais Walter et j'en salue aussi, enfin qui jouait, j'en salue et après j'ai eu la chance incroyable de jouer à leur côté. C'était pour moi, je sais pas, c'était formidable et même si j'étais pas du rugby, si je venais pas du rugby, je suis allé voir un petit peu. Et je me rappelle au Stade Toulousain, il y avait des anciens joueurs, un certain Lacalou qui jouait dans les années 20. Et l'histoire du rugby me plaît. Et les gens du rugby me plaisaient. Cette histoire un peu bizarre et avec ces gens qui ont joué à ce jeu un peu bizarre aussi. Donc tout était bizarre dans l'histoire. Mais bon, moi j'étais bizarre moi-même. Donc peut-être qu'il y avait une communication spéciale. Voilà, je sais pas. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que cette équipe de France dont tu parlais tout à l'heure et qui te plaît, elle est plaisante aussi parce qu'on sent des mecs qui ont une forme de culture du rugby, de volonté de connaître leur histoire. Je ne crois pas. Je ne crois pas à un joueur de rugby qui ne se demande pas d'où il vient. Je ne le crois pas. Parce que le rugby conditionne tellement l'endroit, façonne l'endroit d'où on vient et qu'est-ce qu'on est, je veux dire. Et c'est tellement important. C'est tellement important le pourquoi, le pourquoi de l'histoire. Pourquoi on est comme ça, pourquoi. Ça c'est important. Après, comment on joue, je m'en fous. Mais pourquoi ? Pour qui et pourquoi tu joues, ça c'est le plus important. Et pour savoir ça, il faut que tu te renseignes un petit peu. On te sent très apaisé. Merci. En fait. On a l'impression que tu as vécu ta carrière, que tu as pris ce qu'il y avait à apprendre. Oui, non, mais j'ai pas pris grand-chose. J'ai l'impression que ce qui était bien, c'est de donner et d'avoir des copains qui finalement vous le rendent tellement d'une manière existentielle, parce que bon, on existe par rapport à eux, par rapport à cette vie. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit qu'on a eu de chance de partager. Parce que l'histoire, c'est le partage. De vivre un truc tout seul, c'est pas très rigolo. C'est pas très marrant. Voilà.
Et quand on partage quelque chose, c'est plutôt sympa. Voilà. Et je crois que c'est ce partage, cette famille qui est propre au rugby et qui va le rester. Malgré le professionnalisme, malgré tout, et malgré les gens, les bons, les mauvais qui vont graviter autour, ça restera. Le rugby va rester ce qu'il est, ou alors ça sera autre chose, et ça sera plus de rugby. Ça c'est pas possible. On va pas à la guerre que pour de l'argent, c'est pas possible. Ou alors on vit pas longtemps. On te sent, et ça fait du bien, assez optimiste sur à quel point notre sport est préservé en termes de valeur. Je suis très optimiste. À quel point on a de beaux jours devant nous. Je vois de jolis joueurs passionnés et ça me plaît. C'est pas tellement le côté esthétique du jeu qui me plaît, mais c'est le cœur et ils en ont et bravo et longue vie à eux et à leurs enfants. Merci. C'était Une vie de rugby sur Sud Radio. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Salut les amis, ça tient toujours notre petit week-end ? Carrément. D'ailleurs, on ira avec ta Dacia Sandero toute neuve. Elle est où ? Là, regarde. Sur ton téléphone. Ah, mais tu ne l'auras jamais à temps. Mais si, je viens de la commander, elle est disponible immédiatement. On ira la chercher tous ensemble. Sur Dacia Shop, profitez des Dacia Sandero neuves, disponibles immédiatement dans toute la France. Alors n'attendez pas. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles du réseau Dacia participant. Voir conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Peut-être qu'un jour, on pourra ramener ses enfants de l'école en drone. Peut-être qu'il y aura des transports en commun absolument partout. Ou peut-être qu'on pourra se téléporter en vacances. Mais aujourd'hui, pour des millions de Français, la voiture reste essentielle. Alors pour la rendre plus simple, économique et solidaire, on a créé Roule, le club automobile ouvert à tous. Marque commerciale d'Identicar SAS, courtier en assurance numéro Orias 0905 26 11. Plus d'infos sur www.roule.fr. Abri Sud. Le bonheur plein sud. Le bonheur, c'est quand je suis sous ma pergola Abri Sud. Grâce à elle, ma pièce préférée, c'est mon jardin. Toit ouvert ou toit fermé, je profite de la vie en extérieur toute l'année. Voilà, c'est ça mon bonheur Abri Sud. Abri Sud. Le bonheur plein sud. Sud Radio Axe-les-Thermes. 103. Sud Radio. Bon les copains, faut que je vous parle, je change de pare-brise et je vais devoir aussi me séparer de vous. On n'est pas des pare-brises, nous. C'est dur pour moi aussi, mais je crois qu'on est arrivé au bout de l'aventure, les copains. Chez Motrio, ils ont des essuie-glaces comme vous, mais plus jeunes, plus robustes, et surtout, offerts. Allez, salut les nazes. Pourquoi ? Pour tout remplacement ou réparation de pare-brise, Motrio vous offre les balais d'essuie-glaces. Voir conditions dans les garages Motrio participants. Ça, c'est Emma qui ne dort pas à cause d'une méchante angine. Ça, c'est Emma à qui on a donné des antibiotiques pour la soulager de sa méchante angine. Et ça, c'est Emma qui, n'est pas soulagée parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les virus comme celui de sa méchante angine. Allez, courage Emma. Et courage les parents. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Merci d'écouter Sud Radio, il est 20h. Parlons vrai. On parle vrai, bien sûr, on parle rugby dans un instant. On va revenir sur la Coupe du Monde féminine et la belle victoire des Françaises ce matin face aux Fidji. On parlera également de rugby international. Yannick Bru sera notre invité, l'actuel entraîneur des Sharks de Durban. Et puis, bien sûr, toute l'équipe Sud Radio qui est là. Le flash, tout de suite, l'actualité avec Axel Gambaracci. Bonsoir, Axel. Bonsoir à tous. La situation continue de s'améliorer à la pompe. Dans l'Hexagone, 13% des stations-service du territoire sont en rupture totale ou partielle de carburant. La première ministre Elisabeth Borne a précisé que les stations d'autoroute les plus fréquentées seront réapprovisionnées en priorité. Du côté de la mobilisation, la CGT a renouvelé la grève sur le site de Fézin jusqu'à lundi. Celui de Gonfreville en Normandie est également concerné. Il échappe pour le moment à une mise en examen dans le cadre de l'enquête concernant la
gestion de la pandémie de Covid-19, Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République. Les investigations devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année. N'encombrez pas les urgences pédiatriques. Voilà l'appel du ministre de la Santé François Braun. Il recommande d'appeler le SAMU et rappelle qu'un certain nombre d'enfants peuvent être pris en charge par la médecine de ville. 4000 soignants en pédiatrie ont d'ailleurs signé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour alerter sur la saturation des services hospitaliers suite à l'épidémie de bronchiolite. Ça pourrait être une catastrophe humanitaire et un tsunami migratoire à l'approche de l'hiver. Les mots des autorités ukrainiennes aujourd'hui. Le pays a été touché par des frappes russes qui ont endommagé les infrastructures électriques. Résultat, plus d'1,5 million d'habitants ont été plongés dans le noir. En parallèle, les évacuations de la ville de Kherson continuent alors que les forces de Kiev poursuivent leur avancée. Attention, si vous devez payer votre taxe foncière, c'est le dernier jour aujourd'hui à minuit. Si ce n'est pas fait, vous recevrez une majoration de 10%. À la page des sports, tout d'abord du rugby, la 8e journée de Top 14. Le Racing 92 s'est imposé contre Montpellier cet après-midi 38-31. Victoire également du Stade Français contre Brive 27-0. Toulon l'emporte de son côté contre Castres 28-20. À suivre ce soir, Clermont-Bordeaux-Bègles à 21h05. Et puis du foot, victoire à l'arraché pour Lyon face à Montpellier, 2-1. Le premier succès sous l'ère Laurent Blanc. L'affiche ce soir, OM Lens à 21h. C'est la fin de cette édition. On reste ensemble pour un prochain point d'actu. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio dans 1 heure. Nous irons à Clermont pour Clermont UBB. C'est le match de la soirée, la suite de la 8e journée du Top 14. Le MAG qui continue avec toute l'équipe Sud Radio qui est là, bien sûr, réunie. Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alexandre Priam, Quentin Cabanis. Avant de parler de la Coupe du Monde féminine dans un instant, un petit détour peut-être pas par Clermont. On va aller tout de suite retrouver peut-être notre invité, juste quand même avant cela un petit point avec Philippe, comme revenir sur l'entretien là qu'il a eu avec Jean-Pierre Rive qui était fort intéressant et qui était juste avant le flash. Voilà, c'était aussi intéressant et un beau moment quand même d'avoir cette légende du rugby sur Sud Radio, hein, Philippe. Ouais, mais je voulais bien sûr le remercier d'avoir accepté parce que Jean-Pierre est un peu sauvage et il aime pas trop l'exercice et puis ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, qu'on l'a pas entendu, donc voilà, je voulais le saluer à nouveau, le remercier. Il fait partie vraiment des gens importants, je trouve, dans le monde du rugby par ses mots, par son investissement qu'il a eu toutes ces années, toutes ces décennies avec les Barbarians français qui ont été aussi un petit havre de paix pour un si grand nombre de joueurs qui ont pu vivre des aventures formidables avec des tournées épiques. Voilà, c'est les valeurs du rugby qu'on aime et je crois que les mots de Jean-Pierre ils sont toujours importants. Et puis on s'est quitté avec une note très positive, la fierté qu'il a pour cette équipe de France d'aujourd'hui et tous les espoirs qu'on porte en elle. Donc voilà, je le salue à nouveau et le remercie. Ouais, cette équipe de France dont on parlera dans quelques minutes sur Sud Radio. Voilà, à l'approche des tests de novembre qui devra se passer de Jean-Baptiste Gros, blessé au bras gravement aujourd'hui lors du match Toulon-Castres. Clermont UBB, ce sera donc notre affiche dans 1 heure. Petit coucou à Julien Vert qui va commenter ce match pour nous en direct depuis Michelin. Voilà, des Clermontois où vraiment tous les voyants sont au vert, hein, côté clermontois, Julien. Bonjour à toutes et à tous. C'est oui, effectivement, les voyants au vert et même le ciel au bleu aussi. Aujourd'hui, on va avoir un temps printanier pour cette rencontre, donc ça va être parfait pour accueillir les Girondins. Ça va monter en puissance. On voit du beau jeu, de belles choses depuis le début de la saison dans ce stade Michelin, avec effectivement 3 victoires à domicile pour les Clermontois. Donc on verra si les Clermontois vont poursuivre sur leur lancée ou si les hommes de Christophe Furios vont pouvoir venir faire un coup ici. Les Bordeaux
Bordeaux-Bègles, ils aiment plutôt bien venir au Michelin sur les 3 dernières saisons. Ils ont réussi à venir déjà s'imposer à 2 reprises. Donc voilà, on suivra ça. Avec notamment les internationaux appelés par Fabien Galtier dans les 42, Raka qui fait son retour dans la liste, qui sera présent, tout comme le côté bordelais, Jalibert, Lucu, Buros qui sont titulaires, hein, si j'en oublie pas. Moefana également. Ah, Moefana également. D'accord. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Falatea. Voilà. Et il y a une grosse liste. Hein. Si, le dernier rappelé, Bastien Vergniaud-Taillefer aussi, qui a été appelé en renfort et qui sera titulaire au centre de la 3e ligne. Eh ben voilà, ça donne encore plus d'attrait à ce match qui sera intéressant, donc avec des Clermontois qui sont 4e du top 14 et qui sont en pleine forme. À tout à l'heure, Julien, merci d'avoir été avec nous. Parlons un petit peu de la Coupe du Monde féminine, un petit peu, beaucoup même, avec Laura Di Muzio, notre invitée. Bonsoir Laura. Bonsoir François, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, c'était ce matin, la France a battu les îles Fidji 44-0, 7 essais à 0. Voilà, les Françaises qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine, la première qui se joue dans l'hémisphère sud. Voilà, mission accomplie. Oui, clairement, mission accomplie. Mission accomplie, première étape accomplie, mais bon, on n'en attendait pas moins des Françaises, puisque bon, elles se sont tout le temps qualifiées à minima pour des demi-finales. Donc, disons que personne n'est surpris. C'est une étape qu'il fallait franchir. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la réalité de la compétition pour les Françaises. Ouais, la réalité. Tiens, un petit tour de table là. Qui s'est levé ce matin pour regarder les Françaises face aux Fidji? Julien Thomas? Ouais, j'ai regardé un peu nos Françaises. J'ai pas pris dès le début du match, mais j'ai vu les 3 quarts de ce match, dont elles étaient excellentes. Maintenant, j'ai une petite question. C'est justement, quand je vous entends, bonsoir, pardon, Laura, c'est savoir surtout si ces Françaises, le fait d'être toujours en demi ou arriver dans le dernier carré, dès maintenant, vont pas se mettre une pression supplémentaire. Le fait qu'elles ont l'objectif d'aller au bout et que c'est normal d'y être. Oui, alors après, c'est vrai que la pression est longue de toute façon parce qu'elles sont attendues sur cette Coupe du Monde, au même titre que l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment les 3 nations qui sont annoncées comme favorites sur cette édition. Donc la pression est longue depuis le début et je suis pas sûre que sur le quart, ça risque de changer quelque chose puisque elles vont devoir normalement rencontrer les Italiennes. C'est une équipe qu'elles connaissent bien, qu'elles ont joué en match de préparation, qu'elles ont perdu en match de préparation. Exactement. En plus. Et donc ça va leur donner l'occasion justement de montrer que c'était une erreur de parcours puisque normalement c'est une équipe qui est largement à notre portée et combat très régulièrement dans le tournoi destination. Donc je pense pas que ça rajoute de la pression. Non, la pression, elle viendra en demi-finale. Bien sûr, on se qualifie, mais c'est la logique attendue. Elle viendra, je pense, en demi-finale parce que c'est la marche qu'on n'a jamais franchie jusqu'alors. Oui, voilà, les Françaises en 8 compétitions ont été 7 fois demi-finalistes et 6 fois 3e de la compétition, mais elles n'ont jamais atteint la finale. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'elles vous ont donné, Laura Di Muzio, des gages en termes offensifs, parce que c'était un petit peu le point à éclaircir. Elles avaient gagné largement face aux Sud-Africaines lors de la première journée, perdu très serré au prix d'un match héroïque en défense face à l'Angleterre, et là on espérait un petit réveil offensif. Il y a eu 7 essais quand même. Bah oui, bien sûr, il y a eu 7 essais, le score est largement acquis à leur cause, mais malgré tout, malgré ce score impressionnant, je pense qu'offensivement, on n'est pas encore au niveau de l'équipe de France qu'on avait avant la période Covid, qui était pour moi là vraiment en 2018 au top de sa performance. On a vu beaucoup d'imprécisions dans le jeu, des problématiques en conquête et notamment en touche qu'on a du mal à régler depuis le 6 Nations cette année. Et donc, j'ai encore quelques sources d'inquiétude sur la partie offensive. Autant défensivement, rien ne m'inquiète. Je sais que ça découpe à tour de bras de la première à la 23e, il n'y a aucun problème. Mais offensivement, je pense qu'il va falloir se régler. Il ne nous reste plus que le quart pour le faire, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir autant de pertes de balles ou de turnover face à des grosses nations qui vont jouer la gagne. Oui, Julien Thomas, ça vous a inquiété ça en regardant ce match ce matin au petit déjeuner?
Mais offensivement, bon, il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que côté défensif, quand on voit le match contre l'Angleterre, ça a été remarquable. Hein. C'est vrai que l'état d'esprit défensivement et surtout la qualité de discipline et de replacement, je pense que les Françaises ont acquis et ont ça dans leur bagage, dans leur valise. Maintenant, il faut des secteurs pour arriver peut-être dans cette dernier carré et arriver jusqu'à la finale. C'est notamment bien sûr la touche, le moll, le combat et la structure un petit peu plus précise que certaines équipes comme l'Angleterre rivalisent et ont au-dessus des Françaises. Donc ce détail à ce niveau-là va compter, va être primordial. Oui. Oui, on rappelle juste la formule, Laura, quand même. Un classement de 1 à 8 de toutes les qualifiées, avec le plus grand nombre de points. Donc les 3 meilleures premières sont 1, 2 et 3. Les Françaises vont terminer 4e, elles seront meilleures 2e. Mais on connaîtra l'ordre vraiment demain, à l'issue du match Angleterre-Afrique du Sud, qui sera le dernier match de poule que l'on suivra à 6h45 chez nos amis de TF1 pour cette phase de poule. Les Françaises devraient retrouver, logiquement, si le Canada bat les États-Unis, devraient retrouver l'Italie, adversaire qu'elles connaissent bien, mais dont il faut toujours se méfier. Voilà, peut-être une joueuse à mettre en avant, dont vous voulez souligner la performance, Laura, pour conclure. Sur le match d'aujourd'hui, oui, c'est Maëlle Philopon, numéro 13 de l'équipe de France, qui a été très en vue, présente défensivement, mais comme elle avait été contre l'Angleterre, mais surtout décisive offensivement, auteur de l'essai, une interception, et qui a été présente de toutes parts. Donc c'est super d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on avait moins vu les lignes arrière sur les 2 premiers matchs. On avait surtout assisté à des matchs d'avant. Et donc là, c'est bien aussi d'avoir pu ouvrir les ballons sur les extérieurs. Et donc Philopon qui a vraiment été pour moi la Française au-dessus aujourd'hui, en espérant qu'elle soit la semaine prochaine toute au-dessus. Comme ça, on sera tranquille, sans inquiétude. Voilà, mais de toute façon, on est tranquille et sans inquiétude. Elles vont aller au bout, ces Françaises. On y croit. Maëlle Philopon, joueuse du Stade Toulousain. Elles sont nombreuses également, joueuses de Blagnac, qui, notamment beaucoup de jeunes joueuses qui sont entrées en fin de match. Voilà, le banc était jeune aujourd'hui et toutes les joueuses sont concernées, en tout cas ont été concernées par cette compétition dans la phase de poule. Merci Laura Di Buzio. Voilà, les Françaises en quart de finale de la Coupe du Monde. Le gros plan sur Sud Radio. On va passer aux garçons, justement, puisque la trêve internationale arrive et les tests d'automne arrivent. On va en parler dans un instant, bien sûr. Mais avant cela, on va accueillir un de nos invités et non des moindres. C'est Yannick Bru qui est avec nous, entraîneur des Sharks. On peut vous appeler comme ça, ou consultant pour les Sharks, Yannick Bru. Vous étiez à Bayonne encore la saison dernière pour le maintien de l'aviron bayonnais. Vous êtes maintenant au bout du monde en Afrique du Sud pour vous occuper de la franchise sud-africaine, être un des membres du staff. Bonsoir Yannick. Oui, bonsoir François, bonsoir tout le monde. Voilà, 20h15 sur Sud Radio, 20h15 aussi à Durban. Ouais, c'est ça, on n'a pas de décalage horaire, c'est ce qui est pratique avec l'Afrique du Sud, c'est loin et proche à la fois. Bon, merci en tout cas d'être avec nous. Philippe Spanghero est là, Julien Thomas également, Alexandre Priam et Quentin Cabanis, l'équipe Sud Radio bien sûr. Yannick, on vous a pas bien sûr oublié, mais vous êtes parti aussi vous régénérer, on peut dire ça, aux Sharks de Durban. Ouais, le mot est juste. D'abord, salut Julien, salut Philippe. Ouais. Et Philippe que je vois pas à l'écran, je vois Alexandre Priam, je vois François Trio. Et il se cache. Je vois pas Philippe. Il est caché. Salut Philippe, ça fait plaisir de vous entendre. Je suis parti effectivement changer d'air. J'ai fait une quinzaine d'années, ça passe très vite d'entraînement dans le top 14 et également avec l'équipe nationale. C'est quand même amusant tous les week-ends. Et puis dernièrement à Bayonne, je jouais ou la montée ou la descente. François, tu as dit que j'avais joué le maintien l'année dernière. Non, l'année dernière, on a joué la montée puisqu'on était un des deux. Ouais. Donc j'avais envie de changer de décor, de rencontrer des méthodes différentes, de me former aussi, parce que la problématique d'un entraîneur, c'est quand on bosse tous les week-ends, on a du mal des fois à prendre un peu de hauteur et à réfléchir à ce qu'on fait réellement et à l'évolution des méthodes. Donc voilà, je suis tombé dans un décor qui me plaît ici, je me forme, je progresse, je me régénère aussi, je rencontre des gens différents et ça me fait réfléchir sur notre métier.
Voilà, alors qu'est-ce que vous apprenez au contact des champions du monde? Vous en avez combien de joueurs qui sont retenus pour la tournée de novembre avec vous aux Sharks de Durban? Ben là, on en a mis à minima 7, puisqu'ils ont donné une première liste de 26 joueurs, on en a 7 dedans, c'est quand même beaucoup. On en a 5 dans le paquet d'avant, puisqu'on a une première ligne complète avec Oxenche, Bongui Momambi et Thomas Dutoit, et Ben Etsebe évidemment en deuxième ligne, Sia Colissi en troisième ligne. Et on a Jadon Henrique, le nouveau neuf, qui est un petit phénomène qui est retenu également. Plus Mazzolema Pimpi, puisque Nyukanyuam est blessé. Et on en attend, puisqu'il y aura une liste complémentaire qui va être donnée à l'issue de la journée de rugby championship. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de joueurs. Et donc c'est sympa de travailler à leur contact, puisque beaucoup d'entre eux sont champions du monde. Et des fois, on se sent un peu tout petit à côté d'eux, mais c'est aussi ce qui est intéressant dans ces échanges-là. Oui, parce que ces joueurs vont venir défier quand même les Français dans 3 semaines. Ça sera le 12 novembre. Ce sera le deuxième test. Voilà, ce sont les champions du monde. Ils pourraient aussi recroiser la France en 2023 en quart de finale, en fonction des sorts des deux équipes dans les poules qui pourraient se croiser. Autant dire qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'il vous semble toujours avoir cette longueur d'avance, celle qu'ils ont eue en 2019, ces champions du monde, et qu'est-ce qu'ils ont de plus? Alors, je ne dirais pas qu'ils avaient une longueur d'avance. Simplement, ils ont un style de jeu, une rugosité, un impact physique et des stratégies de jeu bien en place qui font qu'ils croient dur comme fer à leur ADN, à leur méthode, qui n'est pas forcément la nôtre, même si aujourd'hui, l'équipe de France, par sa dépossession, par l'approche tactique qu'elle a de ces matchs, s'approche de la philosophie sud-africaine, je dirais. Donc, ils ont beaucoup d'humilité. C'est des gens qui travaillent dur, qui respectent énormément les Français, qui craignent l'équipe de France, ce qui les rendra d'autant plus redoutables parce que effectivement, ce sont de très très bons joueurs. Je dirais pas qu'ils ont une longueur d'avance. Eux, en tout cas, dans leur esprit, ils sont vraiment très très méfiants des nations du Nord, de l'Irlande et de la France en particulier. Ils savent que ce sera un très grand défi que de jouer le 15 de France à Marseille. Et ils se préparent aussi parce que les Springboks, ici, c'est une dimension. Il faut venir vivre en Afrique du Sud quelque temps pour se rendre compte comment les Springboks sont le symbole de l'unité de la nation et représentent tout pour eux. Donc ils se mettent vraiment dans une dimension particulière et c'est un problème pour nous les Sharks d'ailleurs. Ils se mettent vraiment dans une dimension particulière quand ils mettent le maillot vert. Oui, pourquoi un problème? Et je donnerai la parole à Philippe Spanghero. C'est un problème parce que c'est un problème de riches, mais on les a très peu. Il faut savoir par exemple que les Springboks, ils sont partis le 1er juin, donc juin, juillet, la tournée d'été. Immédiatement après, ils ont enchaîné sur le Rugby Championship, donc août, septembre, octobre, un peu de repos. Ils font 2 matchs avec nous et ils repartent immédiatement pour la tournée de novembre. Et ils ont toujours l'œil rivé sur les appels de Rassi Erasmus, qui est vraiment le grand patron du rugby sud-africain. Ils ne vivent réellement que pour leur expérience avec les Springboks. Et on a l'impression parfois que le club revêt une dimension complètement secondaire. Et sachant que les franchises sud-africaines rejoignent les compétitions européennes qui sont redoutables en termes d'intensité, on est parfois inquiet de la superposition de ces deux calendriers, quoi. Philippe Spanghero pour Yannick Bru, notre invité dans Sud Radio, le MAG. Ouais, Yannick, alors d'abord, sans flagornerie, mais je suis heureux que tu aies quitté Bayonne et que tu aies tourné une page par la grande porte, parce que je sais à quel point l'année précédente t'avais impacté. Voilà, tu fais partie des gens que j'ai croisés dans le rugby et qui ont toujours eu une intégrité sans faille, et je trouve l'histoire avec les Sharks belle, puisque il est toujours question quand même d'aventure humaine. Et puis je me souviens que je commençais à travailler avec eux
après l'épisode du 15 de France et tu les connaissais pas à ce moment-là et tu m'avais demandé de faire le lien pour aller y passer quelques jours parce que déjà à ce moment-là tu avais besoin de te régénérer et puis finalement est-ce que tu te disais à ce moment-là que les quelques jours allaient peut-être déboucher sur un bail beaucoup plus long? Ben non, pas du tout. Hein. C'est la magie des échanges que nous procure le rugby. Et c'est vrai, merci Philippe encore une fois, parce que ce premier contact en 2017, c'était grâce à Philippe. Et depuis, ont eu lieu beaucoup de voyages, d'échanges à Durban. Déjà avec Bayonne, on avait essayé de mettre en place des passerelles entre les Sharks et l'Aviron, grâce à toi et à Edouard Kotzeux, qui est un ancien joueur du top 14 et qui est maintenant le CEO des Sharks. Donc, jamais je n'aurais pensé que cette relation durerait et j'en suis le plus heureux parce que je prends beaucoup de plaisir ici avec eux pour le moment. Julien Thomas, peut-être une question et ensuite Alexandre Priam pour Yannick. Salut Yannick, bonsoir. Non, ma question c'est d'abord félicitations d'avoir rebondi comme disait Philippe et surtout cette expérience là-bas doit être magnifique aussi. Ma question est, tu disais sur le jeu Sudaf, pour avoir côtoyé quand même les André Pollard, François Stein, quelques-uns à Montpellier, qui sont dans un jeu plus ou moins stéréotypé, on va dire, et assez rugueux. Est-ce qu'ils veulent tendre quand même à rester dans cet ADN ou à ouvrir un petit peu le spectre plus offensif avec des joueurs qui viennent comme des Colby, qui sont un peu moins dans le registre à monter des chandelles et aller au duel aérien, on va dire? Non, je pense que leur schéma de jeu sont très cadrés. Alors et ils y adhèrent. Hein. On leur impose pas ces schémas-là. Il faut pas croire que ce sont des bourrins, parce que pour travailler avec eux au quotidien, ils étudient vraiment tout le champ des possibles. C'est très rationnel leur méthode. Par contre, ils sont convaincus que cette stratégie qu'ils ont choisie est la meilleure pour gagner, compte tenu de leur prédisposition physique. Ils savent que souvent les équipes adverses vont craquer parce qu'elles ne défendront pas 35 molles dans le match et qu'elles vont prendre des cartons, qu'elles vont prendre des pénalités. Donc tout ce qu'ils font est très réfléchi, je peux te le garantir, et c'est partagé par l'ensemble des joueurs. Ils savent que l'ADN du rugby sud-africain, c'est cette physicalité, comme ils disent, physicality, ils parlent beaucoup de ça. Les ailiers sont là pour chasser les ballons, pour gagner les duels aériens, presser les équipes adverses en défense. Ils prennent du plaisir à exprimer leur ADN sur les terrains européens. Et je peux vous garantir qu'ils sont capables d'explorer d'autres stratégies. Aux Sharks, on a d'autres méthodes de jeu, d'autres plans de jeu. Par contre, quand ils mettent le maillot des Springboks, ils savent que la performance passe par le respect de ce plan de jeu, dont le grand penseur reste Rassi Erasmus, hein. Mais c'est pas une philosophie de jeu qui leur est imposée. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit mais les ailiers, ils doivent trouver ça insupportable de chasser le ballon pendant les 2 tiers du match, de toucher 2 ballons dans le match, de marquer une fois sur interception. Et bien non, ils prennent du plaisir à adhérer à cette stratégie collective. Ils sont convaincus que leur ADN s'exprime dans ce rugby-là. Alexandre Priam pour Yannick Bru, notre invité sur Sud Radio. Ouais, je voulais évoquer la charnière justement de ces Springboks avec vous Yannick, notamment sur ces charnières qu'on a vu beaucoup changer durant ce Rugby Championship. On a vu un excellent Jayden Henriks, on a vu parfois André Pollard, on a vu Willem C, on a vu Faf de Klerk. Est-ce que c'est réellement un chantier? Est-ce qu'il y a réellement un débat sur les charnières en Afrique du Sud? Et si oui, là, je vous demande de vous mouiller un petit peu. Laquelle choisiriez-vous? Écoutez, oui, il y a un débat parce que aujourd'hui, au poste numéro 10, entre les blessures et les problèmes extrasportifs, le champ des possibles n'est pas énormément vaste. Donc là, il y a un débat au poste de numéro 10. Et dernièrement, la titularisation de François Stein pour le dernier match face à l'Argentine a vraiment fait débat. Par contre, la révélation, c'est vraiment Jayden Henriks, qui pour l'avoir au quotidien à 22 ans est un joueur incroyable de travail, de persévérance, de clairvoyance. Un bon gars aussi.
C'est un gamin très doué, c'est un enfant des Sharks. Tout le monde loue ici. C'est un peu l'Antoine Dupont local, quoi. Voilà, plein d'humilité, pas les mêmes dispositions physiques qu'Antoine. Par contre, un jeu au pied exceptionnel, une vista exceptionnelle et un leadership sur le groupe malgré ses 22 ans qui est incroyable. Donc moi, je pense qu'il va réellement pousser Faf de Clerc sur le banc, sur les tests de novembre. C'est mon point de vue. Au poste de numéro 10, je pense que les Springboks ont joué leur meilleur rugby avec Willem Seandis. Donc je pense que c'est lui qui aura les faveurs des pronostics. C'est mon point de vue. Je ne vois pas comment ça pourrait être différent. Petite question quand même sur vous, votre apport en tant qu'entraîneur français. Vous avez vécu quand même beaucoup d'expérience au Stade Toulousain, l'équipe de France, ensuite le poste de manager à Bayonne. Qu'est-ce que vous apportez à ces joueurs sud-africains et qu'est-ce qu'ils vous demandent à la recherche de quoi sont-ils? Je ne sais pas, c'était pas dans le bon ordre, mais vous avez compris ma question. Voilà. Question qui est partie dans l'océan Indien. Elle n'était pas foireuse la question, attention. je rigole. Mais ça voilà, je pense que on l'a perdu. Internet l'a pas apprécié. Voilà, on l'a perdu bien sûr, mais elle était pas mal, mais c'est vrai que la dernière phrase n'était pas bien dans le bon ordre. Et voilà, et ça, le réseau m'a sanctionné. C'est tout, c'est comme ça. En tout cas, intéressant quand même. Voilà, sur ce demi-mêlée, ce jeune demi-mêlée à surveiller. Voilà, on peut faire confiance à l'acuité de Yannick Bru pour surveiller ce joueur qui doit être déjà dans le viseur du staff du 15 de France. Si on le retrouve, Yannick, on le reprend, et sinon, on peut peut-être faire une pause, peut-être juste un petit mot de débrief rapide, Philippe ou Julien, là, sur ce qu'on a entendu de Yannick. Philippe, vas-y, tu le connais mieux. Non, mais alors, pour le débrief concernant son rôle, moi je pense que ça a coupé au moment où il allait être modeste, parce que il est vraiment reconnu dans le monde du rugby pour son expertise technique, et je pense que les Sharks attendent beaucoup de lui. Donc aujourd'hui, en effet, il a un statut de consultant, parce que ça me paraît être une première étape intéressante. C'est pas facile de ce changement de vie radical et de prendre le poste d'entraîneur. Le poste de consultant offre un peu plus de latitude. En plus, sachant que les Sharks seront beaucoup en Europe avec l'United Rugby Championship. Donc Yannick va pouvoir aussi aller les retrouver proches de chez lui. En tous les cas, voilà, je souligne en effet le fait que c'était avant tout une histoire humaine, parce que il y a eu cette rencontre en 2017 après l'épisode du 15 de France, où il y a eu cette rencontre avec Édouard Cotzeux, qui est devenu le patron des Sharks, et cette vraie amitié qui est née entre les deux hommes. Et je sais que les Sharks attendent beaucoup de la compétence de Yannick devant. Donc il arrive dans un grand club qui s'est bien restructuré, qui a des moyens, qui a de plus en plus d'internationaux, et donc il va travailler avec des joueurs de très grande qualité, et je suis certain qu'il va leur apporter quelque chose de différent dans sa façon d'appréhender le rugby. Oui, et effectivement, voilà, c'était intéressant. Yannick Bru qui était avec nous donc en direct sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Peut-être que Philippe, il est l'heure de vous libérer, ou je ne sais pas, 20h30. Oui. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée. Et voilà. Et puis on se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio. Allez. Merci, bon match. Allez, à très vite, bien sûr. Et le match qui approche, c'est Clermont UBB. Restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis conseillère EDF. En ce moment, la sobriété énergétique est dans toutes les têtes. Beaucoup de professionnels me demandent comment faire des économies d'énergie. Ils n'ont pas tous les mêmes leviers d'action, alors on en discute et je leur propose des solutions adaptées à leur métier. Par exemple, Suivi Conso, qui permet aux entreprises de mieux comprendre et maîtriser leur consommation. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Salut les amis, ça tient toujours notre petit week-end? Carrément. D'ailleurs, on ira avec ta Dacia Sandero toute neuve. Elle est où? Là, regarde. Sur ton téléphone. Ah mais tu ne l'auras jamais à temps. Mais si, je viens de la commander, elle est disponible immédiatement.
On ira la chercher tous ensemble. Sur Dacia Shop, profitez des Dacia Sandero neuves, disponibles immédiatement dans toute la France. Alors n'attendez pas, offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles du réseau Dacia participant. Voir conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio Saint-Laurent-du-Var. 97.9. Sud Radio. Les jours sensations Zalando. Oh là là, j'ai passé la journée à faire du shopping, j'ai toujours pas trouvé de manteau. Regarde sur Zalando. Pendant les jours sensations, il y a des réductions jusqu'à moins 50%. Super, je fonce direct sur Zalando. Jusqu'à dimanche soir, profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur une large sélection mode, accessoires et beauté. Détail de l'offre sur zalando.fr et sur l'application Zalando. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Aujourd'hui, c'est important de manger français. Ah ça oui. Comme ce beau raisin muscat de Hambourg, origine France. De Hambourg ou de France du coup? Non mais de Hambourg c'est son nom, France c'est l'origine. Hein? Non mais laisse tomber, l'important c'est qu'il est trop bon. Et à 3,45 € le kilo. Oh, ça c'est encore meilleur. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 21 au 23 octobre, catégorie 1, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. 20h31 sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Dans 35 minutes, le coup d'envoi du match Clermont-UBB comptant pour la 8e journée du top 14. Place à la Pro D2, oui, parce que nous revenons toujours sur la journée de Pro D2 que nous avons vécue hier sur Sud Radio. Comme chaque journée, bien sûr. C'était la 8e, Alexandre, et on va rappeler les résultats avec notamment quand même ce double coup à l'extérieur après Biarritz. Agen est allé l'emporter à Mont-de-Marsan. Ça, c'était une des grosses perfs de cette journée. Hein. Ah mais c'est une perf colossale, effectivement, avec le bonus offensif. Annoncé en plus. par le président Fontenot sur Sud Radio, sur Sud Radio. Une semaine avant. Oui. Hein. Exactement, Agen donc qui a gagné à Mont-de-Marsan 33-11, c'était jeudi soir. D'autres succès à l'extérieur, hein, celui d'Oyonnax à Béziers 28-22, celui de Rouen à Soyons-Angoulême 26-22, de Grenoble à Montauban 34-33. François, c'est un super match. Ensuite, il y a eu des succès à domicile, hein, parfois serrés, sans bonus. Pour Nevers, 26-9 face à Aix-en-Provence. Pour Biarritz face à Colomiers, 48-31 bonus pour Carcassonne face à Aurillac, 27-9. Et pour Vannes, qui a explosé Massy, 36-3. Au classement, eh bien, en partant d'en haut, on a Oyonnax, leader devant Agen, Vannes, Grenoble, Rouen, Colomiers pour le top 6. Ensuite, Nevers, Mont-de-Marsan, Aurillac, Biarritz, Soyons-Angoulême, Béziers, Aix-en-Provence, Carcassonne, 14e, 15e et 16e, Montauban et Massy. Voilà, intéressant le trio de tête qui est peut-être en train de se détacher dans ce deuxième bloc de la Pro D2. Oyonnax, Agen, Vannes. Oyonnax 26 points, Agen 25, Vannes 23 points. Pour en parler avec nous, le directeur général de Vannes, le club du Morbihan, Martin Michel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. C'est vrai qu'on a la sensation, et notamment après cette nouvelle victoire, la 5e de la saison de Vannes, de votre club, on a l'impression que oui, il y a trois clubs qui sont un peu en train de se détacher. Est-ce que vous le ressentez comme ça, vous, Martin Michel ? Oh, la saison ne fait que débuter. On en est qu'au milieu du deuxième bloc. On va se déplacer 2 fois là, dans les prochaines journées à Agen, qui aujourd'hui fait un très très bon début de saison. Elle reste sur beaucoup de victoires à l'extérieur et va avoir fierté à confirmer à domicile. Après, on va à Nevers. Donc, c'est vraiment qu'à la fin du deuxième bloc, je pense qu'on en saura plus. Après, pour l'instant, on est satisfait. On est satisfait parce que c'est vrai qu'on est resté invaincu à domicile et qu'on fait 3 matchs à guichet fermé. Et ça, c'est un vrai satisfait pour le club. On était encore 8000 hier à la Rabine à guichet fermé. Et puis, une belle victoire à Colomiers. Donc, on n'a qu'une seule victoire à l'extérieur pour l'instant. Donc, soyons très prudents. Voilà, la prudence fait partie quand même de la culture du Morbihan quand même, mais on a l'impression quand même qu'il y a après une saison un peu difficile, il y a à nouveau la petite magie qui est revenue à la Rabine et dans votre équipe. Oui, en fait, c'est vrai que la saison dernière avait été très particulière, qu'il n'y avait été qu'une lente digestion de la saison précédente qui avait été extraordinaire et la plus belle saison du club. Voilà, il y a eu un gros renouvellement de l'effectif, notamment sur les différentes lignes, notamment derrière, avec la charnière où aujourd'hui on a Zabalza et Lafage, on a
Théo Kososek au centre, Camou, Nathanaël Huleux. Donc on a vraiment aujourd'hui fierté à produire du jeu. Et ça s'est encore traduit malgré un temps automnal hier avec 6 essais. Et donc oui, il y a un renouvellement de l'effectif qui crée un état d'esprit, une volonté de refaire du jeu et de produire des choses. Donc c'est très positif. Est-ce que parfois, Martin Michel, il y a la crainte justement de ces entre guillemets démons qui avaient commencé à attaquer le club de Vannes face à Biarritz il y a maintenant presque 1 an et demi lors de ce match pour la montée en top 14, et puis toute la saison dernière où effectivement ça a été difficile. Est-ce qu'on a parfois un peu peur? Est-ce qu'on a peut-être des garde-fous pour pas que ces démons reviennent dans cette équipe de Vannes pour perturber la saison du club morbihanais? Non, voilà, aujourd'hui cette demi-finale perdue est définitivement évacuée. On repart vraiment sur un nouveau cycle au niveau des joueurs, au niveau de l'état d'esprit. On a de très belles choses structurantes qui arrivent au club. On a un centre d'entraînement avec un investissement de près de 5 millions d'euros dans lesquels les joueurs vont rentrer début novembre, à la fin du deuxième bloc. On a une nouvelle tribune à la Rabine qui va amener la capacité du stade à près de 12 000 places. Donc non, on est définitivement parti sur un nouveau cycle avec des infrastructures beaucoup plus stabilisées, beaucoup plus confortables. Et donc du coup, voilà, on veut retrouver de l'allant, on veut retrouver un état d'esprit, une ferveur à la Rabine, et puis se poser définitivement dans le haut de tableau de la Pro D2. Julien Thomas pour Martin Michel, directeur général de Vannes. Oui, bonsoir. C'est une question et une seconde en parallèle, mais c'est surtout, est-ce que vous avez fait le constat et quelles sont les réponses de cette saison passée, vraiment un peu à côté, vu la saison précédente et qui avait été excellente, au-delà peut-être de changement de charnière ou de recrutement, mais pourquoi avoir fait une saison aussi j'ai envie de dire, le mot est fort, catastrophique par rapport aux ambitions du RCV. Et cette année, quelles sont vos ambitions, bien sûr, pour le club? Ouais, la saison passée, en fait, voilà, elle avait été une lente digestion. On avait fait une pré-saison très courte, et on sait très bien qu'après une pré-saison très courte, du coup, le début de championnat est parfois pas évident. Après, donc du coup, on crée pas une dynamique en début de championnat, on se retrouve dans une spirale négative, et on a du mal à en sortir. Après, on s'en était sorti, notamment avec l'apport de joueurs supplémentaires en cours de saison. Gorissen, qui est aujourd'hui notre capitaine, qui aujourd'hui étonne de toute sa classe le championnat et chacune des rencontres. Donc après, voilà, on avait sauvé l'essentiel la saison passée, on pouvait pas prétendre à mieux, et voilà. Et du coup, voilà, cette saison, on est reparti sur une pré-saison classique beaucoup plus longue. On a bien travaillé, le groupe a bien travaillé. Il y a eu beaucoup d'actions de cohésion pour recréer un état d'esprit et un nouvel élan au collectif. Et puis après, voilà, on était sur des objectifs d'attitude et de comportement dans un premier temps, notamment à l'Arabie. Voilà, on voulait vraiment retrouver une ferveur à l'Arabie, un enthousiasme de jouer, de produire du jeu, de faire plaisir et de partager avec le public. Et puis voilà, pour repartir et conforter notre projet dans le milieu professionnel français. Vous parlez de la Rabine, d'ailleurs, on encourage tout le monde à aller. Si vous n'êtes pas très loin dans ce stade qui est exceptionnel au bord du port de Vannes, magnifique endroit. Et vous le disiez, ce stade qui donc s'agrandit. Il y a aussi le centre d'entraînement donc qui va bientôt être livré. C'est donc des nouvelles structures. Ce projet-là, il a émergé quand pour installer Vannes justement au rayon des clubs français les mieux fournis? Alors, c'est notre 7e saison en Pro D2. Les 3 premières saisons ont été faites pour s'étalonner. Après, on a tout de suite compris que pour stabiliser un club et le structurer, ça passait par les infrastructures. On était, comme peut-être beaucoup de clubs au début de leur professionnalisme, avec des modulaires qu'on entassait les uns au-dessus des autres. Voilà, ça a ses limites, le confort est limite et la qualité de travail du coup s'en trouve limitée. Donc on est rapidement parti sur ce projet de construction. On a été suivi par les collectivités territoriales qui nous ont accompagnés, la région, le département et l'agglomération et la ville de Vannes. Et puis ce qui a permis de créer cet espace de 2400 mètres carrés de surface plancher avec la moitié dédiée purement aux sportifs. Donc c'est très bien. Et puis après, ce stade de la Rabine, comme on joue au guichet fermé, la municipalité de Ville de Vannes, notre premier partenaire, a décidé aussi de l'agrandir et nous accompagner dans le développement du club. Donc ça fera vraiment un beau stade aujourd'hui avec 4 belles tribunes en bord terrain, en plein milieu de la ville de Vannes. Et c'est vraiment superbe pour créer une vraie ferveur autour de ce beau projet breton. Est-ce que c'est un peu le La Rochelle de la Pro D2, Martin Michel, ça vous embête comme parallèle ou plutôt ça vous va?
Non, on veut s'inventer notre propre histoire. On réussira si on arrive à s'inventer notre propre histoire, notre propre modèle. Maintenant, moi, je suis admiratif de La Rochelle, de ce qu'ils ont fait. Et surtout, La Rochelle permet de comprendre à des villes comme nous, des villes moyennes comme nous, que c'est possible d'y arriver. Voilà, en mettant du travail, de l'intelligence, et on peut s'inventer un autre modèle que simplement dépendre d'un riche propriétaire ou d'un mécène. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, se comparer à La Rochelle, bien évidemment, c'est ce qui se fait de meilleur. Donc, bien évidemment qu'on essaie de s'en inspirer. Mais on essaie aussi de développer notre propre identité, parce que la Bretagne mérite un club de rugby au plus haut niveau, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Mais il faut beaucoup de temps, d'énergie beaucoup de temps et d'énergie de travail. Il y avait un partenariat qui était né avec le Racing 92. Est-il toujours d'actualité, Martin Michel ? Oui, on a encore un jeune du Racing, Jean Chezot, là, qui est avec nous cette saison. Donc oui, il est toujours d'actualité. Voilà, il y a une vraie proximité entre le président Olivier Clorec et Jackie Lorenzetti. Donc il y a des échanges réguliers sur des jeunes joueurs qui perdent peut-être un petit peu le temps en la catégorie espoir, qui ne sont pas encore affirmés pour jouer en top 14. Donc ils viennent s'agréer en Pro D2, et ça prend pleinement son sens avec Vannes. Comment vous avez vu, vous, on va dire le changement peut-être de perception du rugby à Vannes en quelques années, parce qu'on a l'impression quand même que vous avez accompli un chemin incroyable quand on voit ce stade qui est régulièrement à guichet fermé. Au-delà des performances chaque semaine de votre équipe, il se passe quelque chose à Vannes avec le rugby. Oui, il y a une volonté d'une région d'exister dans ce sport. Voilà, le rugby est un sport de combat collectif, de caractère, et en Bretagne, on aime bien le collectif et on a un peu de caractère. Donc ce sont deux choses qui se tiennent bien, et il y a une volonté de ce territoire en Bretagne d'exister au plus haut niveau. Donc il y a une ferveur par rapport à ça. Après, on y va aussi avec nos valeurs, qui sont le travail, l'humilité, le collectif, et avec cette fierté aussi d'exister au plus haut niveau et de dire qu'on peut avoir notre place. On recevait en espoir le Stade Toulousain cet après-midi. C'était extraordinaire. On jouait devant plus de 1200-1300 personnes sur notre ancien stade à Jaucourtel. Alors on a perdu, le Stade Toulousain était meilleur, mais jusqu'au milieu de la deuxième mi-temps, on existait dans le match. C'était une vraie fierté. Et cette fierté de prouver qu'il peut peut-être y avoir qu'un autre rugby que dans des régions établies, c'est ce qui nous pousse, et c'est ce qui nous, c'est notre piment pour avancer. Alexandre. Oui, mais j'allais rebondir là-dessus. D'autant plus, si je me trompe pas, Martin Michel, peut-être que je me trompe, ça m'arrive, que vous avez été joueur, vous aussi, avec ce RCV en Fédéral 1, si je me trompe pas. Oui, j'ai eu l'occasion de porter longtemps les couleurs de ce maillot et d'en être le capitaine. Donc on est beaucoup au club. Le coach Jean-Noël Spitzer, avec qui j'ai joué, il a été son capitaine, il a été mon entraîneur. Clément Payen, d'autres anciens joueurs, qui est aujourd'hui directeur des centres de formation, d'autres anciens joueurs. Ça permet une certaine stabilité, une certaine cohérence dans les actions. C'est familial quand même. Familial, je sais pas. En tous les cas, c'est ancré en nous de vouloir défendre les valeurs du club et d'essayer de mettre en place des choses cohérentes sur long terme, et pas simplement de réussir des coups d'éclat, mais de travailler, et quels que soient les résultats, les défaites, c'est de garder une trajectoire pour continuer à progresser. Et on a fait un travail aussi extraordinaire sur la formation, qui est à saluer, parce que on existe aujourd'hui dans toutes les compétitions jeunes, que ce soit les cadets, les Cravos et les espoirs. Et ça, c'est un véritable satisfecit pour permettre à tout jeune breton de s'exprimer au plus haut niveau, et qu'il ne soit pas tout de suite tenté par partir vers des clubs un peu plus établis de top 14. Martin Michel, directeur général de Vannes, donc merci d'avoir été avec nous. Prochain match dans le bloc dans ce deuxième bloc, vous disiez qu'on y verrait plus clair à la fin du deuxième bloc, mais quel est le prochain match? Je l'ai pas en tête en fait. Alors c'est l'équipe qui marche bien. On a joué au Yonax la semaine dernière, qui pour moi aujourd'hui l'équipe qui est la plus aboutie aujourd'hui en termes de rugby, sur toutes les lignes. Mais Agen est l'équipe en forme, donc on s'attend à une partie qui va pas être simple du tout. Bon, voilà, on espère que le déplacement ça passera mieux qu'à Oyonnax la semaine dernière. Merci en tout cas. Je vous remercie de cet encouragement. À domicile, Agen, il y a de quoi faire. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, et puis on est toujours très heureux de parler sur Sud Radio du rugby dans le Morbihan, rugby qu'on suit avec Vannes, qu'on suit aussi au travers de Caroline Drouin avec l'équipe de France féminine, la demi d'ouverture du 15 féminin qui elle
vient dorer, donc juste à côté de Vannes, petit club également très formateur. Merci beaucoup Martin Michel. Voilà la Pro D2 que l'on suit, que l'on aime sur Sud Radio, bien sûr. On va se retrouver bien sûr pour aller faire un petit tour dans quelques instants du côté de Clermont. Clermont UBB, c'est le match que l'on attend bien sûr. Avant cela, petite pause. Je suis là, je n'ai pas bougé. Ah, il n'est pas. Voilà, non, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, mais voilà, on m'a chuchoté, mais je ne sais pas qui, qu'il y avait peut-être une pause. Voilà, ça peut arriver. Donc Julien est là, en fait. C'est ça, Julien Vert. Vous êtes là. Bien sûr, je vous écoute depuis tout à l'heure. J'ai écouté Laura, j'ai écouté le directeur sportif de Vannes. C'est très intéressant. Je suis un auditeur privilégié puisque je suis connecté, mais je vous écoute. Merci pour votre attention. On fera une interro à 23h à l'issue de votre rendu d'antenne, bien sûr. Mais le plus important, c'est quand même ce Clermont UBB avec, on le disait tout à l'heure, quelques internationaux retenus dans la liste des 22 qui sont là et qui vont être alignés d'entrée sur le terrain par les deux entraîneurs. Effectivement, ouais, des joueurs présents dans cette liste de 42 avec du côté de l'UBB, c'est une belle moisson entre guillemets avec 7 joueurs tout simplement qui sont retenus dans cette liste et effectivement il y en aura, on en a compté tout à l'heure 6 même sur la feuille de match au coup d'envoi de cette rencontre puisqu'il y aura donc notamment la charnière bien sûr mais également Moefana Bureau ou encore le dernier appelé Bastien Vergne-Taillefer. En face, il y aura les deux internationaux Damien Penaud et Ali Raka qui seront alignés d'entrée. À noter que du côté de Clermont, il y a un changement de dernière minute. Lucas Desaigne va remplacer Loïc Godener et Jacobus Van Tonder va donc glisser au poste de numéro 8 et ça se remplit petit à petit dans cette enceinte. On vous rappelle, si vous nous rejoignez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette saison, les Clermontois sont plutôt à l'aise à domicile, donc ça nous promet quand même une partie plutôt alléchante. Voilà donc cette partie dans un gros quart d'heure que l'on va vivre en direct en intégralité sur Sud Radio. Tout comme on a vécu, Alexandre, ce premier match entre le Racing et Montpellier, 38-31, si vous n'étiez pas avec nous, ça a été un gros match. 8 essais quand même, et des réactions que vous avez bien sûr recueillies avec, et surtout grâce à Antoine Mazère. Oui, c'est surtout le travail effectivement d'Antoine Mazère. Un match qui a été au final plutôt très ouvert avec énormément de points marqués. Il y a eu quelques petites réactions très intéressantes. Déjà la fierté de Laurent Travers à l'issue de ce succès face au Montpellier Hérault Rugby Club, champion de France en titre. Ce soir, je suis très heureux pour l'ensemble des avants parce que avec tout ce qui a pu être écrit et dit sur les enfants du paquet d'avant du Racing, ce soir ils ont montré qu'ils n'étaient pas que des enfants et qu'ils étaient capables aussi de répondre présent. Donc je suis très heureux et très fier pour eux. Quand on entend et qu'on lit et qu'on écoute et que tout ce qui peut être dit, et je pense qu'on a aussi une fierté, et donc et je pense que les joueurs l'ont démontré ce soir. Après, on n'a gagné qu'un match, rien d'autre. Mais par contre, il faut qu'on apprécie cette victoire. Ouais, apprécier la victoire. Donc Laurent Travers qui a pas dû apprécier quelques critiques dans la presse, ces dernières semaines semble-t-il, et qui a souhaité aussi souligner le match de Finn Russell. On l'a évoqué tout à l'heure, le match de Finn Russell qui était plutôt même excellent. Laurent Travers qui parle de la grande performance donc de l'ouvreur écossais, pas appelé d'ailleurs par le 15 du Chardon pour les tests de novembre. Ça peut être considéré comme une surprise. Il avait des choses à prouver. Il a signé un match, donc je le disais tout à l'heure, avec 7 plaquages réussis, 18 passes, 18 sur 18 dans l'exercice de la passe, 4 pénalités, 3 transformations. On écoute Laurent Travers. Il est récompensé par rapport au travail qu'il fait la semaine, parce que je peux vous dire que la semaine, il n'y a pas de hasard. Quand on voit le travail qu'il fait la semaine, il est récompensé ce soir. Et il récompense l'équipe. Donc je peux vous dire une chose, oui, on est content, mais on est content, c'était pas le match de ce soir, on l'était déjà avant. S'il enchaîne les matchs, c'est qu'il est performant. Donc il faut savoir que quand vous êtes 9 ou 10, à un moment, c'est vous aussi qui transformez tous les efforts qui sont faits par l'équipe. C'est ce qui fait la force d'une collective, d'une équipe. Et c'est pour ça qu'on parle d'équipe et de club. C'est que ce soir, Finn, il a transformé tout ce qui a été fait par les avants. Julien Thomas peut réagir sur ce point quand même. Bien sûr. On débat souvent quand même sur Finn Russell. Est-ce que vous pensez effectivement que les efforts dont parle Laurent Travers sont effectivement, il y a un truc qui a changé chez Finn Russell?
Oui, cette saison, il y a un truc à changer, peut-être un peu plus d'investissement individuel aux entraînements, son travail, mais surtout le fait de ne pas être sélectionné, peut-être la libérer ou attendez cette sélection ou pas, et finalement enlever ce poids individuel dans son cerveau et qui a permis d'être plus plus opportun pour se consacrer qu'à son club. En tout cas, c'est un début de saison quand même assez réussi et très réussi de Finn Russell. Je rejoins Laurent Travers, c'est vrai qu'il a fait un gros match pour récompenser les avants, mais quand tu as des avants, tu as une charnière qui est derrière un paquet d'avants qui avance, bon, tu joues dans un fauteuil, c'est un peu plus simple. Donc là, c'est vrai que Finn Russell a fait un excellent match avec un paquet d'avant plus que conquérant et dominateur. Maintenant, il y a les matchs du début de saison où c'était un Racing un peu plus dominé et que lui a décanté des situations. Donc Finn Russell a fait le chef d'orchestre, l'artiste cet après-midi au niveau de son poste numéro 10. Voilà, sur le fait qu'il soit pas retenu quand même, bon, on sait que parfois ses relations avec Greg Townsend de la Coupe du Monde. Voilà, ouais, mais c'est un peu inquiétant quand même, ou c'est juste une petite alerte pour qu'il se reprenne dès le tournoi 2023. Alors, c'est la question, un peu d'interrogation pour ma part aussi. Hein. C'est pas comme l'Écosse, comme si l'Écosse avait un énorme réservoir non plus, quoi. Exactement, c'est pas comme s'ils avaient une pléiade de numéro 10 de très très haut niveau comme on peut avoir nous dans notre championnat et l'équipe de France. Par contre, peut-être c'est une grosse piqûre. On sait quand même qu'il y a eu des conflits, des tensions justement entre Greg Townsend et Finn Russell l'année passée, avec ses sorties, avec ses que ça a été dans la presse. Et puis il l'a repris, donc le sélectionneur a peut-être trouvé le moment opportun pour essayer peut-être de nouveaux talents en numéro 10 écossais, tout en le gardant sous la semelle parce qu'il connaît ses qualités et son expérience dans tous les cas, peut-être pour la Coupe du Monde. Donc à mon avis, un petit turnover, mais Finn Russell, je pense qu'il sera pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est un petit je t'aime moi non plus, histoire de mettre un petit surtout peu qu'il retrouve son meilleur niveau. Ouais, de piment, pour lui donner toute la motivation pour repartir. Voilà, ce match donc remporté par le Racing face à Montpellier et qui a suscité d'autres réactions, Alexandre. Oui, vous écoutiez tout à l'heure Laurent Travers qui était, semble-t-il, en colère sur le traitement de la presse auprès des avants. Et bien justement, un des avants, le pilier droit, Sedat Gomessa, s'est exprimé au micro d'Antoine Mazer. Il fallait relever le défi devant pour pouvoir gagner ce match-là. On parle beaucoup des avants du Racing comme quoi on n'est pas solide du tout, mais je pense qu'on est capable de rivaliser. Et on ne nous respecte pas souvent, on parle beaucoup sur nous, mais voilà, on s'est dit que le respect, il va falloir se le chercher parce qu'on ne va jamais le donner. Donc sur chaque match cette saison, il va falloir relever le défi. Bien sûr, ça pique un peu dans notre orgueil aussi. Donc voilà, mais après, comme je vous dis, c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse se faire respecter vis-à-vis des autres clubs. Mais c'est pas inintéressant quand même ce qui se passe parce que on sent qu'il y a du caractère et c'est ce qu'on reprochait d'ailleurs à cette équipe du Racing ces dernières semaines, voire mois, voire années. C'est parfois un manque de caractère collectif dans cette équipe francilienne. Alors qu'en face, du côté du MHR et de Paolo Garbisi, le caractère a été encore une fois mis à rude épreuve parce que c'est une 4e défaite consécutive pour le champion de France en titre. L'international italien s'inquiète. On doit savoir, nous tous, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pas suffisant. Qu'on n'a pas fait notre job comme il faudrait le faire. Parce que si c'était le cas, on aurait peut-être gagné 3 matchs sur 4. On a perdu 4 sur 4. C'est pas suffisant ce qu'on fait dans la semaine, c'est pas suffisant ce qu'on fait pendant 80 minutes sur le terrain. Du coup, vraiment pas d'excuses. Juste c'est nous et nous-mêmes et c'est à nous de trouver les clés pour régler ça le plus vite possible. Rien n'est perdu, mais comme je disais, on doit savoir que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pas suffisant. Alerte, Julien Thomas, sur Montpellier ou pas là, après cette 4e défaite consécutive? Alerte oui, du fait que quand même il se retrouve, il me semble, 10e de ce... Ah oui, 10e, t'as raison. 10e pour l'instant, en attendant les matchs de ce soir et de demain, bien sûr. Mais c'est une alerte parce qu'ils avaient bien attaqué ce championnat. Alors peut-être ils étaient sur l'euphorie du titre. Je pensais qu'ils allaient justement baisser de régime en ce début de championnat, mais finalement non. Et là, peut-être ils payent un peu les pots
casser de la fatigue, de la préparation écourtée. Et au bout de 8 journées, finalement, c'est maintenant que les jambes sont lourdes et que les autres montent en puissance parce qu'ils ont une préparation plus longue et que la prépa physique monte en puissance maintenant. Donc eux, c'est l'effet inverse, j'ai l'impression, pour les Montpelliérains. Ils se trouvent 10e. Alors oui, 4 défaites, c'est une alerte. Par contre, ils ont beaucoup de blessés. Quand je vois des Doumerou, des Serfontaine, il y a plein d'autres joueurs, Arthur Vincent, quand même des mecs qui peuvent être cadres de cette équipe. Il manque un petit peu dans la difficulté du match de leadership parfois. Ouais, et Montpellier a surveillé sur les prochaines journées, réception du Stade Français, puis déplacement à Toulon, réception de Bayonne et déplacement à Clermont. Ouais.